Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 7e épisode de la 5e saison de Cold Facts. On va commencer avec Genève, honneur aux leaders, tout va bien. On va quand même essayer malgré tout de chercher peut-être la petite bête du côté genevois. On enchaîne ensuite avec Ajoie qui a perdu ses 2 derniers matchs du week-end. Ça devient un petit peu plus compliqué à Ajoie, mais il y a quand même des motifs de satisfaction malgré tout. On enchaîne avec Bienne. Là aussi, c'est 3 défaites sur les 3 derniers matchs. Ça va un petit peu moins bien. On va se poser la question. On va un petit peu creuser dans les stats, voir ce qui ne va pas du côté biennois. Les paris sportifs. Et puis, on termine avec Fribourg et Lausanne. 2 clubs qui sont un peu dans le dur. On le verra. Et puis, on essaiera de comprendre pourquoi. Et ce que Lausanne et Fribourg peuvent améliorer pour aller mieux. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Ouais, tout bien. T'étais pas à Berne lundi soir? Non. T'es pas rentré dans la hype de ce match Berne-Nashville? Non. On est blasé, hein. Il y a une équipe de NHL qui vient en Suisse, puis on s'en contrefiche. Ouais, mais disons que on a l'habitude de ces matchs de pré-saison NHL où ils font des tests et tout. Alors je te dirais que comme ils jouent vendredi et samedi contre San José à Prague à 20h, bah forcément qu'on est beaucoup plus proche du début de saison pour eux. Mais malgré tout, moi j'ai l'impression que c'était plutôt une espèce de jubilé de Romagnosi. C'était un peu l'enfant chéri du pays, l'espèce de Roger Federer du hockey suisse. Parce que c'est un peu ça ce qu'il représente. Hein. Il est tellement, c'est l'homme parfait à peu de choses près. En plus, il a marqué 2 buts. Il a pu apprendre des mots de Bernd Tuch sur NHL.com. On leur dit, enfin, tout était fait. C'est là où les Américains sont bons aussi. Ça a fait une pub d'enfer pour la Suisse, parce que j'ai vu sur Instagram aussi les femmes des joueurs de Nashville qui venaient là, puis qui taguaient aussi la femme de Josi qui allait rester aux États-Unis, puis qui disait mais moi je veux plus partir d'ici, c'est trop beau et tout. Donc là pour la com de le Suisse tourisme. Exactement. Trop parfait. Ouais, c'est quand tu vois notre pays par les yeux des autres que tu dis ouais, c'est vrai que c'est. En fait, quand on va à Berne, pas qu'on s'en fout, mais on fait pas trop attention. Puis après, tu vois le compte de Nashville qui met plein de photos de la ville. Tu dis ah ouais, c'est quand même pas si mal en fait. Ouais, il y a des gars des supporters qui sont même allés à Bro ou je sais pas où là. Hein, ouais, à l'usine Caillé. Mais c'est voilà. Alors c'est un peu le côté village d'Haïdi où tu fais tous les points à faire, hein. Tu coches fosse aux ours, c'est bon, aller dans une fabrique de chocolat, c'est bon, mais au moins, je pense qu'ils auront des souvenirs assez impérissables. Voilà, mais les gens qui étaient au match, je pense qu'ils ont passé une très bonne soirée. Absolument. Mais c'est vrai que moi, j'avais été particulièrement déçu du match Lausanne-Philadelphia Flyers. J'avais pas été emballé par c'était quoi, Berne contre Nashville. Ouais. Je l'avais vu à la télé, celui-ci. Non, les Devils. Voilà, contre les Devils. Je l'avais vu à la télé, celui-ci. Ouais. Ouais, je sais pas. Et c'est vraiment triste à part ça. Hein. Je me rends compte qu'on est des blasés et qu'il faudrait pas l'être. Mais dans une saison qui a repris, il se passe des trucs partout. Il y a plein de choses à raconter. Tu te dis, ouais, bon, c'est quand le retour du championnat? Il n'y a même pas de match le mardi parce que c'est la Ligue des Champions, vivement vendredi, quoi. Et il y a eu un peu ce côté-là. Mais j'espère que les gens qui étaient présents au match ont passé des bons moments. J'ai vu des stories sur Instagram de gens qui y étaient. J'ai vu des photos sur Twitter. Espérons que c'était une belle soirée pour ces gens-là. Nous, on passe à notre championnat. Ouais, puis on n'a pas eu de match mardi soir de championnat. Justement, tu disais, il y a la Ligue des Champions. Aussi, on fait un peu les blasés parce que les clubs suisses, il y en a 4 sur 5 qui sont qualifiés. Il y a finalement que Rapperswil qui, je crois, ne passera pas, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc là aussi, finalement, il reste 2 matchs de Champions League. Pour certains, comme Fribourg par exemple, c'est un peu du remplissage maintenant. Puis ça vient interférer dans le championnat. Oui. En plus, pour Fribourg, ça se passe super bien en Champions, un petit peu moins bien en championnat. Mais avant de parler de ça, on va revenir sur les clubs romans. On va commencer par Fribourg, on les verra un peu plus tard, mais avec Genève, honneur au leader finalement. Mm-hmm. C'est presque difficile, sans faire du théorème de Colfax, hein, mais on va dire généralement, c'est difficile de parler d'une équipe qui va très bien parce que justement, elle fait beaucoup de choses justes. Et puis après, d'aller essayer de sortir quelque chose qui va pas, tu te dis, ouais, mais attends, vous faites quoi? Vous voulez absolument chercher la petite bête, puis voir ce qui va pas. Qu'est-ce que, toi, de cette équipe de Genève, tu retiens après ces 8 matchs?
Bah, déjà, je retiens que la mauvaise impression laissée à Bienne lors du deuxième match de la saison, depuis, ils sont quand même sacrément rattrapés, passé 6 matchs, 18 points. Mhm. Aucun point égaré. Alors oui, il y a eu le match de Langnau, on en a parlé la semaine passée, qui avait été assez compliqué, mais ils ont gagné. Ouais. Et ce week-end, mais ils ont continué sur le même rythme. Victoire 5-2 contre Fribourg, victoire 5-1 à Lausanne dans un derby lémanique. C'est jamais facile d'aller gagner à Lausanne, c'est pas ça, mais ces derbys-là, c'est des matchs chauds. Ils en ont joué 2 en 2 jours. 10 buts marqués, 3 encaissés. Ce que je retiens, c'est la capacité de cette équipe à marquer avec plein de joueurs différents. Ouais. Et si tu regardes actuellement le classement des buteurs, et pas des compteurs, des buteurs, tu as Noah Rod, 5 buts, Mhm. Artikainen 4, Phil Poula 3, Temernes 3, après ça, Omar, Pouliot, Praplan, Winnick, Maurer, tous 2 buts. Et ça continue. Miranda, Lecoultre, Joris, je fais l'équipe là. Hein. Ouais. Smirnov, 1 but. Et en fait, tu as 13 buteurs différents dans cette équipe de Genève Servette actuellement. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Tu sais, on parle de secondary scoring. C'est quoi? Tertiary scoring. Voilà, là, il faudrait trouver encore le truc, la quatrième vague de scoring. Non, bon, déjà, t'as dit Maurer 2 goals. Je crois qu'on peut fermer les micros. Enfin, c'est à ce niveau-là, Maurer n'est pas censé marquer des buts. On est bien d'accord. Non, Il est utile dans plein d'autres choses. À la base, on se dit pas, ouais, Maurer, je vais le prendre hockey manager parce qu'il va planter des goals. Puis ceux qui l'ont, ils sont bien contents. Non, effectivement. Et là, actuellement, tu te retrouves aussi avec un Linus Omark, Artikainen, qu'on attendait beaucoup. Ils sont là, ils font leurs points, mais non, ils sont pas extraordinaires. Artikainen, c'est 8 matchs, 4 buts quand même. Ouais. Omark, 8 matchs, 5 points. C'est très bien, mais on l'attend à 1 point par match, ce joueur. Et Artikainen, pareil. Donc pour l'instant, malgré ça, tu arrives à avoir une équipe qui marche sur l'eau. Et en termes de tir au but actuellement, Artikainen, c'est le gars qui shoot le plus du côté de Genève avec 31 tirs cadrés depuis le début de la saison. Il a, entre guillemets, que 4 buts. Ouais. Mais tu disais, alors, on attend Omar qui a 1 point par match à peu près. On a Phil Poula qui a 1 point par match. Finalement, si Phil Poula avait les stats d'Omar, c'est-à-dire 2 buts, 3 passes, et que Omar avait 3 buts, 5 passes, on dirait tout est OK. Alors finalement, il y en a un autre qui le remplace pendant un laps de temps, pendant ce début de saison. Et finalement, c'est ça qui est parfait pour Genève. C'est qu'il y en a un autre qui a pris ce rôle-là. Et puis si après, Phil Poula est un tout petit peu moins efficace, on va dire, mais qui tourne quand même à une trentaine de points par match ou 35 points sur la saison, à peu près, il aura fait son job. De ce qu'on peut lui demander en plus, le leader sur la glace et tout. Puis effectivement, il y a eu Winnick qui était un peu blessé, qui revient. Puis quand Winnick revient, il joue bien. Mais on a un peu tendance à oublier la saison qu'a fait Valtteri Filppula la saison dernière. Parce qu'il a 48 matchs, 47 points, il a quasi 20 buts, il en a 19. C'était une superbe saison déjà. Ouais. Puis en fait, tu as un joueur de ce niveau-là, 1 point par match. Alors oui, il est un peu sur la fin en termes d'âge, disons, mais malgré tout, ça se voit pas trop depuis le début de saison. Mais les arrivées de Omar et Artikainen, on s'est un peu dit merci Valtteri pour ce que tu as fait l'année passée, mais c'est bon, maintenant on laisse la place aux autres. Puis non, il continue sur ce rythme de 1 point par match. Il est hyper précieux, il perd pas un peu, il fait tout le temps le bon choix en fait. Et je voulais dire pour les fans de Genève, mais non, pour tout le monde. Vendredi matin, il y aura sur le site de Blick une chronique de Doug Boulanger, notre chroniqueur, l'un de nos 3 chroniqueurs sur Blick, où il décrypte le jeu de Valtteri Filppula. Je suis en train justement de mettre en ligne les vidéos en ce moment sur le site de Blick pour préparer cette chronique. C'est très intéressant de voir comment lui décrypte le jeu de Valtteri Filppula. Donc rendez-vous vendredi sur le site de Blick. Je me réjouis de voir ça. C'est toujours très intéressant d'apprendre un peu. Puis effectivement, pas avoir 50 sorties de zone. Parce que des fois, moi, ça me perd quand il y a trop. C'est hyper intéressant, mais je vois plus la différence. Donc, si on cible bien les trucs comme ça, c'est toujours vachement intéressant de voir ça. Et Filppula, je me suis posé la question aussi, est-ce que tu penses un ressenti, mais je me rappelle que tu avais fait une interview avec lui où il disait, non, la saison de trop, toi, je comprends que tu poses la question presque, mais alors pas du tout. Est-ce que d'avoir le triple gold, finalement, il est libéré d'un poids, puis il joue véritablement par passion, en fait, ce qu'il faisait déjà avant, mais que tout va bien et qu'il est dans une... Je sais pas s'il est libéré, parce qu'au début de la saison passée, il avait que
one gold. Vu qu'il fait Jeux Olympiques et Championnat du Monde cette saison, Ouais. c'est pas comme s'il courait après le dernier titre mondial depuis 14 ans où il chassait le triple gold. Non, j'ai pas l'impression que c'était ça. Par contre, ouais, déjà, je pense que de venir en Suisse, il jouait que pour le plaisir parce qu'en carrière, il a fait une pellée d'argent pour mettre à l'abri toute sa famille sur plusieurs générations, à mon avis, ou presque. Mhm. Et il continue, il se fait plaisir, il vient, il joue plutôt en deuxième ligne, il joue en deuxième powerplay à Genève. Et c'est pas grave, tout a l'air de bien aller pour lui. 2022, si on prend pas les saisons, mais juste l'année, 2022, année Phil Poula, hein, ça c'est... Parce qu'effectivement, comme tu disais, 2 médailles d'or, plus encore alors, une forme du tonnerre. Ouais. C'est... Non, il est assez impressionnant ce joueur. Et là, je suis en train de regarder sur Cap Friendly, il a gagné 49 millions en carrière. Ouais, c'est bien. Du coup, Il l'a pas utilisé bêtement son argent, puis on n'a pas l'impression que c'est un gars qui flambe avec des voitures, des machins, des trucs comme ça. Donc, Non, donc Phil Poula, il est vraiment cool à avoir joué. Et on l'a un peu oublié aussi. Justement, je trouve marrant que ce soit lui le top scorer actuellement, qu'il ait le casque de top scorer depuis quelques matchs. Au début, il n'y en avait que pour Temernes. Temernes, il rentre un tout petit peu dans le rang. Il rentre dans le rang. Il marque pas 2 buts par match chaque soir. Ouais, puis il fait des conneries. Honnêtement, je sais pas si on l'a déjà dit, mais il me semble qu'on a aussi non, pas souligné à ce micro, on n'a pas le droit. tu dis que du bien, s'il te plaît. qu'il redevenait un peu Jean-Michel pour... Non, c'est pas vrai, mais il baronnait moins finalement que notamment sur des powerplays de Genève où Genève s'est pris des contres. Il aurait dû avoir finalement 2 buts de Langnau, il n'y en a eu qu'un parce que l'autre était annulé pour un hors-jeu, mais ouais, on sentait qu'il y avait un petit côté qui était moins royal finalement. Il n'était pas aussi étincelant, mais ça va. Il n'est pas aussi étincelant, mais Genève continue à gagner 5-2, 5-1 ou même contre Langnau. Ça suffit quand même largement, parce qu'il y a les autres. Parce que notamment Vatanen aussi, lui fait un début de saison. Finalement, Vatanen, Phil Poula. J'ai l'impression que ces deux-là, d'avoir aussi gagné ces titres. On a beaucoup parlé avant la saison de est-ce que Genève a le meilleur sextet d'étrangers de la Ligue. Et qu'est-ce qu'on dit après un mois de championnat ou presque, après 3 grosses semaines? En tout cas, pas loin, c'est ça? Ouais, je pense que oui. Je vois difficilement qui peut venir. Parce que tu vois, Winnick, quand il revient, bam, 2 goals. Temernes, Vatanen, des passes ou des actions qui tournent les matchs contre Ambry, contre Langnau. On a Phil Poula, on vient de mentionner. Sachant qu'Omar Kartikainen sont dans des zones correctes, sans plus, mais qu'on sait qu'ils peuvent amener beaucoup plus. Honnêtement, je vois pas qui. Même Zug, je trouve que ça se joue avec ça. On attendait beaucoup de Lugano, mais finalement, Kaski était un peu embêté. Il a un peu en dedans, mais je vais pas tirer déjà des conclusions après aussi peu de matchs. Et puis les autres, il y a quoi? Il y a peut-être Zurich, on a vu un Rubec qui est vraiment très très bon aussi. Mais les autres sont un petit peu moins impressionnants. O'Neill, Cehlárik, Kovar, Hanson, Juice, Klimberg, qu'on n'oublie pas, c'est pas mal aussi, je pense. Ouais, ça se joue avec Zug, je pense. Exact. C'est ce qu'on disait. Il y a un truc intéressant ce week-end qui est notable, c'est le petit changement d'alignement opéré par Yann Cadieux. Il a mis Miranda avec Winnick et Pouliot, alors qu'avant c'était Praplan à cette place-là, et il a changé vendredi. Et Praplan a glissé à la ligne, on va pas les nommer en termes de chiffres, parce qu'à part la 4, il y a les trois premières lignes, et puis la ligne 4. Praplan a glissé avec Rod et Pouliot. C'est intéressant de voir que tu es sur, maintenant c'est quoi, 6 victoires consécutives. Donc avant ces 2 matchs du week-end, ils avaient 4 victoires consécutives. Et malgré ça, Yann Cadieux effectue des petits changements. Il a fallu réintégrer Winnick par rapport au match d'avant aussi. Et justement, de mettre Miranda avec eux, c'est intéressant de voir ce que ça peut apporter sur le moyen terme. Pour l'instant, en tout cas ce week-end, Rod a vraiment été très très bon. Il marque 3 buts, je pense. Il en marque 2 à Lausanne et 1 la veille contre Fribourg. On peut pas... Il n'a pas marqué contre Fribourg, c'est comme Alésia, ça n'existe pas. Ce but n'existe pas. Faudra qu'on en parle juste après. Peut-être qu'on en parlera du côté au moment qu'on parlera de Fribourg. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est directement lié à la présence de Praplan? Je pense qu'il ne faut pas directement établir un lien de cause à effet aussi rapidement. Non, mais Praplan va bien, finalement. Mais Praplan va bien. Bref,
ça vient de partout avec Genève et cette quatrième ligne tient bien la route. Bertadia, je suis toujours un peu en train de me dire est-ce que vraiment il est content de jouer, comment il joue, Ouais. et est-ce qu'il a pas un peu tendance à vouloir faire un peu des choses à sa sauce, et puis il faudra qu'il apprenne à jouer avec les copains, mais ça va aller, je pense. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est exactement ce qu'on disait avant la saison, je pense. Tant que tu gagnes tes matchs, il n'y aura jamais de problème. Et là, actuellement, Genève gagne ses matchs, il joue bien, il y a rien, il y a aucun joueur qui peut dire non, mais je suis pas content de mon rôle. Parce que tu as 6 victoires consécutives, ça donne tous les choix de l'entraîneur sont justifiés par les résultats actuellement. Absolument. Donc il y a rien à redire en fait dans le vestiaire. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien Miranda. J'espère que c'est sa breakout season, je sais pas, mais en tout cas une saison où il sera pas blessé, où il va vraiment pouvoir. Il était déjà avec l'équipe de Suisse, hein, donc il avait prouvé aussi aux yeux de Patrick Fischer qu'il était intéressant, mais s'il peut encore monter d'un niveau pour être, selon moi, en championnat de Suisse, dans l'ordre de ces attaquants de puissance du style Künzle, ou peut-être Turkau fait centre, je sais, mais dans ce package, enfin dans cette grappe de joueurs-là, de plus en plus, ça va être une arme hyper intéressante pour Genève. Et finalement, tu disais des mécontents. Tu citais Bertadia, c'est vrai qu'entre Bertadia et Joris, qui sont des fois en quatrième ligne, ça peut être les suspects usuels, mais en même temps, tu as envie de dire à Bertadia, si tu mérites ta place, il va te la donner. Il faut croire que pour l'instant, Miranda mérite plus sa place plus haut, et peut-être que la structure de la ligne fait plus sens aux yeux de Yann Cadieux qu'un Bertadia finalement. Et que, voilà. Mais c'est vrai que si à un moment ça rigole un tout petit peu moins, et puis que tu as besoin d'avoir un peu de nouvelles idées, on va dire, puis dire ok, Miranda, tu viens en ligne 4 parce que tu amènes justement cet impact physique que Bertadia n'amène pas, et cette ligne 4, Miranda, Joris, Antonietti, avec Berton 13e qui peut remplacer au coup par coup l'un ou l'autre si besoin. Berton qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Et du coup, Bertadia monte dans la ligne avec Phil Poula et Winnie qui amène un peu plus de punch offensif. Ça peut être intéressant aussi. Bref, il y a beaucoup d'options pour Yann Cadieux, mais c'est pas la discussion du moment. J'aimerais juste parler de Josh Jarvis 2 secondes. Toi, t'as pensé quoi de cette action sur Dufner qui, on le rappelle, lui a valu une pénalité de match sur le moment, oui, et 2 matchs de suspension derrière. Pour moi, le point d'impact, mais de nouveau, je ne suis pas PSO, je n'ai pas fait de hockey sur glace, je regarde les images, j'essaie de les disséquer avec attention. Pour moi, c'était une charge correcte, mais oui, il y a le genou aussi, mais j'ai pas l'impression que c'est la cible, c'est le genou. C'est plutôt que t'as pas de bol. Il y a un moment, il doit tourner. Joris, il tourne sur la gauche, donc il a son genou gauche qui vient, puis en impactant, au niveau de l'impact, il touche et l'épaule et le genou, puis ça fait une sacrée culbute. Mais visiblement, je pense ça et je suis à côté, quoi. J'ai lu de tout. C'est drôle. Et même dans les gens avec lesquels on partage des groupes WhatsApp, notamment Geoffrey Vauclair, je ne sais pas s'il en a parlé sur Patrick Pécalis, non, il n'en a pas parlé. Mais il nous disait assez rapidement, pour moi, il n'y a rien. Ouais. Puis moi, j'étais plutôt à dire, ouais, quand même le genou qui chope quand même le genou, mais j'ai plutôt tendance à me dire, si Geoffrey dit ça, c'est pas parole d'évangile, l'évangile jurassien, mais j'ai plutôt tendance à me dire, ok, s'il dit ça, croyons-le, entendons en tout cas cet avis-là. Puis après, j'ai revu les images, j'étais là, ouais, mais il chope quand même un peu le genou. C'est pas un attentat dans le sens, il veut pas aller lui faire le genou, ouais. Mais quand même, ça traîne un peu. Puis je dis, ouais, moi je suis pas complètement choqué qu'il y ait une ouverture d'enquête, j'entends. 2 matchs, là je me dis, ouais, c'est peut-être un poil trop. Et peut-être tu dis à 1, ce que tu dis justement, c'est, ouais, la prochaine fois tu laisses un poil moins traîner et puis tu le prendras à l'épaule. Mais je me dis que ça va pas être simple parce que comme il tourne, le genou, il y a un moment, il faut bien, c'est physique finalement. Ouais. Il peut pas se dire, attends, si le genou est 20 cm en retrait, Joris il tombe. Il a pas Non, mais c'est exact, ça va tellement vite. En plus, ça va vite généralement. Ouais. Et sur cette action-là, j'ai l'impression qu'il y a une vitesse quand tu la regardes à vitesse réelle. En fait, il y en a un qui va dans un sens,
en remontée de puck qui va vite, il y a Duris qui arrive comme un camion, et derrière ça fait boum, quoi. Il y a un aspect très impressionnant dans ces images. 2, je pense que j'aurais plutôt dit, bon, allez, tu mets 1 en lui disant, la prochaine fois, tu feras un peu gaffe à pas laisser traîner, quoi. Mais 2, c'est un peu beaucoup, je trouve. Ouais. Moi, il y avait aussi un truc, je voulais revenir sur le Coultre, par exemple, qui a eu pas mal de temps en powerplay, et à un moment, il a eu plus de temps que Tom Ernest. C'était aussi une façon de dire que, je crois que c'était contre Langnau, alors le match est plus vieux, évidemment, hein, mais pour dire que à un moment, Yann Cadieux n'hésite pas à baisser le temps de jeu dans certaines situations d'un joueur comme Tom Ernest, qui est pourtant labellisé le GOAT et tout. Et finalement, il n'y a pas forcément de souci parce qu'il a raison. Le Genève continue à gagner. Et que finalement, de donner aussi un petit peu de temps de jeu, de remercier ou de féliciter un joueur en lui donnant... T'allais dire rewarder, puis t'as cherché non. De le féliciter pour ses bonnes performances, finalement. J'aime bien ça. Je trouve que il essaye aussi de faire une combinaison. À un moment, il avait mis Phil Poula avec Omar Kartikainen. Des fois, mais on est terrible parce que on dit ah ouais. En tout cas, là, personnellement, je dis j'aime bien. Puis on va parler d'un autre club, puis on va dire ah puis alors l'entraîneur à peine ça va pas, il change les lignes, puis c'est n'importe quoi. Faut garder une. Mais c'est toujours la même chose, c'est que tu fais ça, quand tu gagnes et tu le fais à petite dose et ça passe bien. Et puis il y a l'autre entraîneur qui tout d'un coup décide de tout changer quand ça va pas. Et puis on y voit un mouvement de panique finalement. Donc c'est clair que la façon dont on juge ça, suivant comment, je me mets à la place des gens qui disent attends, là, à un moment ils disent c'est super, puis l'autre ils disent c'est nul. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? C'est vrai que le rôle de Lecoultre est intéressant parce que contre Fribourg, il joue près de 4 minutes en powerplay et plus de 3 minutes en boxplay. Le lendemain, il joue de nouveau plus de 2 minutes en powerplay, beaucoup moins en boxplay, mais il y a eu moins de boxplay aussi à gérer. Ouais. Et on attendait justement de sa part une bonne saison après la dernière qui était compliquée pour lui. Et pour l'instant, ça part sur de très bonnes bases et c'est une bonne chose pour Genève d'avoir aussi pas uniquement Vatanen, Temernes et Carrère, mais d'avoir un 4e défenseur très solide. Et on a parlé de Maurer avant. Bref, il n'y a pas vraiment de nuage à Genève. On passe à Ajoie, l'équipe Cendrillon, celle qui a réussi un super début de saison. Ça rentre un petit peu dans le rang en ce moment. On va pas être surpris. Hein. C'était quand même attendu. Mais rentrer dans le rang en prenant pas des seils, justement. Je trouve que c'est finalement pas si mal pour eux. Mais les équipes vont quand même s'ajuster aussi. Et je vois au niveau des statistiques avancées que c'est quand même difficile. On va dire que si le powerplay ne tourne pas, difficile d'aller gratter des points quand même du côté d'Ajoie. Mais par contre, tu te retrouves avec une équipe d'Ajoie qui fait un match très très respectable contre Zurich. On rappelle qu'après, 45 minutes, c'est là où Zurich fait son marque 2 buts coup sur coup, 44e et 46e. Mais à ce moment-là, il y a 0-1 au début du 3e tiers-temps. Donc tu sais jamais. Alors oui, Zurich n'a pas forcément été extraordinaire. Après 2 tiers-temps, c'est 18 shoots à 13. Donc c'est pas... Et le dernier tiers, Ajoie shoot plus que Zurich, mais encaisse 3 buts quand même. Ça reste une prestation solide, je trouve, contre une belle équipe de Zurich qui, à mon avis, n'a pas dû prendre Ajoie à la légère, surtout après le début de saison. Mais voilà, quand tu as devant le filet Wolf et Tchatcho qui alternent les matchs, de bons matchs d'ailleurs, l'un et l'autre, qui te donnent une chance de gagner tous les soirs, c'est vraiment ça, c'est une chance de gagner tous les soirs. Ou une chance de ne pas perdre plutôt. Est-ce que ce ne serait pas plus juste finalement? Et après, tu vas chercher la prolongue contre Berne. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ou bien contre Ambry, où finalement tu vas chercher la prolo, que tu perds, mais tant pis, t'es quand même allé... t'as quand même ce point-là. Il change tout, ce point. Pour Ajoie, c'est toujours... Ce point, c'est une victoire. Finalement, on va dire, même contre Ambry Berne, c'est des victoires. Contre Langnau Kloten, là, on pourrait commencer à disserter, mais contre on va dire, les 11 autres équipes, c'est des victoires, finalement, ces points-là. Donc là, on est à une équipe qui a 8 matchs, 9 points, 19 buts marqués. C'est quand même pas extraordinaire
et 24 buts encaissés. Là aussi, tu vois que ça commence un peu à glisser. Il y en a eu 4 contre Zurich, il y en a 5 contre Davos le lendemain. Mais voilà, tous les soirs, tu es crédible, je trouve. Et ça, finalement, c'est déjà une petite victoire en un sens, c'est d'être tous les soirs crédible, de tous les soirs être là. Tu as un Gauthier qui apporte vraiment beaucoup dans cette équipe. Bakos, c'est un bon pigiste. Un bon pigiste. Ouais, exactement. Je me dis, franchement, pour Julien Vauclair a eu la main heureuse, ouais, ou en tout cas, fin nez. Ça m'étonne pas non plus. Je veux dire, il y a peut-être aussi l'aide de Philippe Péchan. Il peut y avoir l'aide de Petteri Noumelin. Péchan, on l'avait coaché, on avait dit quand il est arrivé du côté de Liberec. Mais c'est un joueur qui arrive, qui fait 8 matchs, 5 points. Et tu sais, on parlait avant la saison du rôle d'Ajoie, d'être l'équipe qui lance des jeunes. Mais finalement, ce rôle-là aussi de dire, ok, t'es pigiste, nous on t'engage jusqu'à fin octobre, on n'a pas une chier d'argent à te donner. Par contre, tu viens jusqu'à fin octobre, tu fais le job, tu fais tes matchs, t'inquiète pas que derrière, il y a un autre club, j'en sais rien moi, un Lausanne, un Fribourg, peu importe qui a besoin d'un étranger supplémentaire qui se dira pas mal le gars qui était à Ajoie, et là tu vas faire un peu plus d'argent. Et je pense que je sais pas si c'était le discours qui a été fait à Bakos, mais ça marche. Et moi, je serais pas surpris de le voir signer ailleurs derrière, à moins qu'il prolonge à Port-Rentruy s'ils sont contents, s'ils en ont besoin encore, ou peu importe. Mais cette possibilité de dire, viens te mettre en lumière chez nous, puis tu verras, tu auras des dividendes derrière. C'est intéressant pour Ajoie. D'ailleurs, c'est drôle que tu dises s'ils en ont besoin, parce que on rappelle, il est là pour combler l'absence de Jonathan Hazen. Oui. Et on a appris que Jonathan Hazen était tout proche d'un retour. Visiblement, ce serait plutôt pour la fin de la semaine prochaine, je crois. Donc, finalement, Philippe Péchan aura à disposition 7 étrangers. Pendant 2 semaines. Ils pourront en prêter un à Fribourg qui n'a toujours pas Marcus Sørensen. Alors, je voulais aussi en parler quand on parlait de Fribourg. Mais, on en parlera. Effectivement, là, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Hein, pour donner une idée de l'impact des étrangers à Ajoie. Sur les 7 marqueurs, les 7 premiers compteurs du HCA, on a De Vos, Asselin, Bakos, Gauthier, Leduc, Brennan, Schmutz, Gauthier. Donc on en a 6 dans les 7 premiers. On a juste Schmutz qui vient un peu mettre son grain de sel à croix blanche pour avec Schmutz, tu aurais pu faire un peu... qui met une petite poussière. Il y aurait quelque chose à faire, à mon avis, c'est dommage. Pour dire que l'impact des étrangers, là non plus, on va pas faire les... Oh, c'est incroyable, on pensait jamais. Non, on se disait justement que c'était des postes qui étaient hyper importants et à Ajoie, et à Langnau, et à Cloton. J'ai envie de dire, même aussi à Ambry, finalement. Et c'est important dans tous les clubs, mais on sait bien que les capacités des joueurs suisses dans les clubs... comme Ajoie sont limitées. Donc, je me réjouis de voir ce qu'il va faire, parce qu'avec Hazen, finalement, il a combien 5 attaquants et 2 défenseurs. Ouais. Est-ce que tu pars 5-1, sachant que le dispositif d'Ajoie, c'est quand même plutôt d'essayer de pas encaisser, d'avoir un style plus passif qu'avant et de se regrouper devant et de procéder plutôt par contre et d'utiliser le powerplay. Ça va être intéressant de voir. Je pense quand même qu'il va partir à 4-2. Je pense que Gauthier, Leduc et Brennan sont... C'est compliqué de s'en séparer. Hein. Ouais. C'est les 2 joueurs qui ont le plus grand temps de glace du HC Ajoie, avec 22 minutes les deux, 22-32, 22-17. C'est compliqué de se dire, on va partir à un défenseur derrière. Ce serait, à mon avis, peut-être une erreur. Mais moi, ce que je me réjouis de voir, c'est comment tu réintègres Jonathan Hazen dans cette équipe, parce qu'on rappelle quand même qu'en Swiss League, c'est un joueur qui marquait quasi un but par match, pas un point, un but par match. La dernière saison, c'est 46 matchs, 41 buts. Celle d'avant, c'est 38 matchs, 39 buts. Mm-hmm. Alors oui, c'est en Swiss League, on est bien d'accord. Mais... Ouais, moi, j'imaginais toujours divisé par 2, divisé par 3, admettons, hein, parce que divisé par 2... Ça te fait une quinzaine de buts en haut. Moi, c'est ça que j'imaginais. Peut-être 20, hein, si vraiment... Mais 20 buts en National League, c'est un super plateau. Hein. L'année passée, 20 buts, c'est les Damien Brunner, c'est des joueurs hyper solides du championnat. Hein. Donc, Vermin aussi, c'était à peu près là. Exactement. Et l'année passée, il joue que 8 matchs avec Ajoie, dont il marque quand même 2 buts. 8 matchs. Et puis c'est dommage, parce qu'on aurait bien voulu voir sa vitesse, en fait. Exactement. Et moi, je me pose la question avec son genou. Est-ce que ça va affecter sa vitesse? Parce que si cette qualité-là manque,
ça peut être plus compliqué. Pour lui, c'est vraiment dommage parce que on sait toute l'importance dans le hockey d'avoir justement cette vitesse de patinage, cette vitesse d'exécution, et si tu perds un petit cran là-dedans... Mais peut-être que c'est pas le cas. Est-ce que du coup tu refais un duo De Vos-Ezen sur ta première ligne parce qu'on... C'est presque Asselin qui serait pour moi le gars... C'est terrible, hein. Il a 9 points en 8 matchs et c'est presque lui que tu verrais comme mis de côté. Ou alors Bakos. Ou alors justement tu dis Bakos dans 2 semaines il est plus là, donc merci d'être venu. Je comprends pour la suite de la saison. Ouais. Désolé, mais on va commencer à créer quelque chose. Tu décales Asselin sur la deuxième ligne avec Gauthier, tu mets Azen avec De Vos pour voir les deux jouer sur peut-être une plus longue période que l'année passée ensemble. Et ça va être intéressant de voir cette réintégration de lui, de Jonathan Ezen, et aussi pour lui à titre personnel aussi, parce qu'il revient quand même de quelque chose de vraiment, vraiment pénible, et puis quasi une saison blanche. Il lui faudra sûrement quelques matchs, il ne faut pas l'attendre trop rapidement à un niveau incroyable. Et justement, la présence de Martin Bakos pour encore 2 semaines pour faire le pont, c'est peut-être pratique, parce que quand tu as un back-to-back, tu dis, bon, ok, le premier jour c'est Bakos, le deuxième jour c'est Ezen, et comme ça, ça permet à Ezen de ne pas avoir trop de charge de travail en un court laps de temps. Bref, j'ai l'impression que ça va être intéressant à suivre, mais il n'y aura pas de décision drastique qui va être prise directement sur qui joue où, je pense. Moi, pour les Jurassiens, je me dis quand même que Martin Bakos, il devrait rester au moins jusqu'à la Saint-Martin, parce que au moins connaître un peu le truc, ce serait... C'est quoi jusqu'à... Il faut il le garde encore jusqu'à mi-novembre, comme ça. Puis c'est là, il y a la pause d'équipe nationale, c'est pratique pour Allez, 2 semaines de plus. Ouais. Allez, là, tu fais la Saint-Martin, et puis comme ça... T'augmentes les saucisses à la patinoire d'1 franc ou 2, et puis ça paye Martin Bakoche 2 semaines de plus. Mais pour Ajoie, on disait, c'est plus difficile. Il faudra essayer d'en regagner une ou deux. Disons que là, ces 2 défaites du week-end, elles sont complètement acceptables. Perdre contre ce Zurich-là aussi en ce moment... qui marche bien, contre un Davos qui marche bien aussi, qui avait battu Zug. Mais on a l'impression que finalement, à part peut-être 2-3 équipes qui déçoivent, comme dans une certaine mesure Lugano, on a Lausanne, on a dans une certaine mesure Fribourg aussi, on a Langnau et Cloton qui sont dans les équipes jouables. Même à Ambry, ça va pas être simple c'est pas simple pour Ajoie. Il faudra commencer à peut-être retrouver quelque chose. Je me demande si les quelques jours là de pause vont pouvoir les aider à recentrer un peu le truc et à resserrer quelques boulons en défense, même si c'est difficile. Ouais, j'allais justement dire, faut non plus ne pas augmenter nos attentes sur cette équipe parce qu'ils ont commencé de manière très surprenante. 9 points, à un moment, il faut quand même en faire quelques-uns. Plus d'1 point par match quand même déjà. Et rappelons-nous que l'année passée, ils ont fait 26 points. Ils sont déjà au tiers de ça après 8 matchs seulement. Donc le début de saison est une réussite malgré ces défaites du week-end. Mais là où tu as raison, c'est toujours important de casser les spirales négatives avec un résultat positif de temps en temps. Et là, ce week-end, si tu regardes les 2 matchs à venir, c'est à Rapperswil vendredi, c'est à la maison contre Genève samedi. Ouais. et derrière, c'est de nouveau 2 derbies. C'est à Lausanne vendredi, à la maison contre Bienne. Mais ça c'est bon, à Lausanne ils vont gagner. Et puis contre Bienne, c'est... Donc oui, c'est toujours important, on le disait avant la saison, ça va être important de ne pas partir dans des spirales négatives. Et des 2 défaites de suite, tu commences une série, entre guillemets, c'est une palissade. Mais maintenant, voilà, très rapidement, il faut couper ça. Comme tu disais avant, même aller choper un point par-ci, par-là, tu gagnes, tu t'arraches une prolonge, après, c'est 50-50 ou presque, sans être une loterie, comme les pénaltys. Non, c'est pas une loterie, les pénaltys, on rappelle. Donc oui, voilà, couper les spirales négatives, mais continuer, parce que finalement, je trouve que les bases qui ont été mises en place sur ce début de saison sont bonnes, et c'est comme ça qu'Ajoie va gagner les matchs, c'est en jouant solide derrière. Et ça, ils ont montré qu'ils savaient le faire jusqu'à présent. On passe à Bienne. On a un peu tendance à dire Bienne, il y a toujours tout qui va calmement de l'extérieur. Et là, on a Bienne avec 3 défaites consécutives. On dit
pas grand-chose et on s'en rend à peine compte. Puis tu as Lausanne qui a 4 défaites consécutives, puis on est là, oh mon Dieu, c'est l'apocalypse, une météorite va tomber sur la Bolos Arena, qu'est-ce qui se passe, oulala. Pourquoi? C'est nous qui ne réagissons pas assez au HC Bienne? Il y a peut-être de ça aussi. Que comme ils sont un peu plus éloignés, on va dire, une sorte d'épicentre roman, sans être dépréciatif, hein, puisque Ajoie est encore plus loin, mais j'ai l'impression que c'est... comment dire, nos clichés ont la vie dure et que c'est difficile de s'en départir parce que on le dit souvent, ouais mais bien on n'a jamais paniqué. Bah on a un peu cette tendance à ne pas paniquer et de se dire que après 4 victoires, c'était on pensait qu'ils allaient mal commencer. Finalement ils commencent bien, donc ils viennent dans une spirale négative dans laquelle on les imaginait dès le départ. Donc finalement, ils sont plutôt là où maintenant, ils sont là où on les attendait. Et c'est vrai, hein, il faudra pour eux aussi revenir à quelque chose de plus, quelque chose de plus solide. Finalement, ils perdent 6-5 à Rapperswil en étant menés à un moment 5-1. Ils ont quasiment fait une remontada et ça passe pas, mais de peu. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces défaites, ça correspond aussi avec la blessure d'Olofsson. Mm-hmm. Et que, c'est ce qu'on disait, Olofsson, avec Haas et Offer, formait une très jolie ligne. Et qu'avec la ligne Kunti, Künzle, Brunner, on a une autre bonne ligne. Et puis finalement, la troisième ligne, Salinen, Kessler. Et puis, je ne sais plus qui est maintenant le troisième larron sur cette... Rayala, le troisième larron. Mais oui, mais bien sûr. On a quand même 3 lignes très solides. Et c'est quand même décevant, on va dire, de pas arriver avec un seul blessé, même si c'est un blessé d'importance. Finalement, Rayala, je regardais ses stats et 2 buts en 7 matchs. On l'a souvent thématisé, c'est quand Rayala marche bien, quand Rayala marque, Bienne va bien. Gaëtan Haas, on attendait aussi beaucoup. Gaëtan, c'est 3 points, un but, 2 assists en 7 matchs. Il manque peut-être un petit quelque chose. Oui. Ce qui est génial, c'est que Kessler, il a 8 points en 7 matchs. C'est lui le meilleur compteur. Ça devrait peut-être pas être lui le meilleur compteur. Lui, ça devrait être le joueur de complément qui vient mettre ses points comme il l'avait très très bien fait la saison passée, d'ailleurs. Mais tant mieux que lui soit à ce niveau-là. Mais ouais, il y a 2-3 trucs qui mériteraient... Et même finalement, la ligne Kunti, Künzle, Brunner. Brunner, 3 assists, 0 goal. Est-ce qu'il y a un problème là aussi? Est-ce qu'il vieillit un petit peu? Je sais pas, mais il y a... Künzle était blessé, 4 matchs, 1 assist. Et puis Kunti, 3 assists. Bien, mais... Pour moi, c'est une équipe qui crée peu de jeux offensivement depuis Et pourtant, Hector Menen, normalement, c'était une équipe qui créait quelque chose. C'était censé pas être trop un problème, mais c'est pas une équipe qui est bien placée en termes de statistiques offensives. Ouais. C'est la 10e meilleure attaque à 5 contre 5 en termes de buts escomptés. C'est pas ce qu'on attend, c'est pas l'ADN du HC Bienne, comme tu dis très justement avec un anti-Termenen. Derrière, il y a juste Lausanne qui est offensivement pas bon depuis le début de saison. Puis après, tu as les 3 habituels, ce qu'on imaginait là, c'est Cloton, Langnau et Ajoie. C'est les seules équipes qui font moins bien que Bienne. Et je pense qu'effectivement, il y a un problème offensivement qu'il va falloir régler. Alors qu'il y a les joueurs, c'est ça qui est... Exact. Mais c'est un peu comme avec Lausanne d'ailleurs, hein. Les joueurs sont là. On comprend moins pourquoi. Mais par contre, là où tu as complètement raison, c'est que l'absence d'un Jesper Olofsson fait du mal parce qu'il était justement l'un des joueurs offensivement doué qui était capable d'amener quelque chose quasiment sur chaque shift. Et j'ai pas eu de nouvelles. T'as lu quelque chose le concernant? Non. Mais je crois qu'il doit revenir. C'était pas très très long son absence, il me semble. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Non, effectivement, il était malade. Donc, selon le journal du Jura, j'ai vite fait la petite recherche. J'avais raté, honnêtement, j'avoue, j'avais raté pas son absence, mais la raison de son absence. Donc, effectivement, son retour ne fera que du bien au HC Bienne. Mais là aussi, un gars, un seul vous manque et tout est dépeuplé. C'est quoi? C'est Lamartine, je crois. Mais non, tu peux pas. On parle d'excuses
de pas utiliser ça. Hein. C'est comme Dubé quand il dit il me manque Sorensen qui était censé amener quelque chose, mais je veux pas prendre ça comme une excuse. Lausanne a plus de blessés, donc là tu peux commencer à dire il nous manque 3 joueurs d'impact, ou même 4 quand il y avait un Salomeki qui était suspendu. Donc ça c'était un tout petit peu plus recevable malgré le côté pléthorique du contingent. Là pour Bienne, ok, Olofsson manque, mais tu dois pouvoir. T'as suffisamment de talent dans cette équipe pour faire 3 lignes qui tiennent largement la route. Ouais, absolument. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le début de saison a masqué un petit peu certains problèmes. Et d'ailleurs, on le disait la semaine passée, sauf erreur. Comme quoi, oui, ils gagnaient leur match, mais en termes de stats, c'était pas faramineux, mais ils avaient chaque fois un chemin vers la victoire qui était trouvé. Là, c'est un peu plus compliqué. Et Lugano vient jouer à Bienne le couteau entre les dents après avoir perdu de manière presque scandaleuse, je crois qu'on ose le dire, contre Cloton la veille. Tu as le droit d'aller perdre à Rapperswil, tu as le droit de perdre contre Zurich, mais au bout du compte, le problème c'est que tu as le droit de les perdre ces matchs, mais 3 fois de suite, là ça devient un peu plus embêtant. Ouais, tu as le droit de les gagner aussi, c'est pas interdit. Donc, je sais pas ce qui peut expliquer ça, et pourtant... on a un Sateri on a vanté aussi ses qualités de champion olympique, très bon gardien. Il a été sorti lors d'un des matchs. Donc, ça, c'est pas excellent. Et que... c'est contre Rapperswil. Exactement. Rapperswil, il sort après à la mi-match. Quand il y a le 4-1 de Jensen, il met Simon Ritz qui prend très rapidement un goal aussi par Moy. Puis après, il y a eu l'espèce de remontada échouée au poteau. Avec Radgame notamment qui marque 2 buts. Ça, je pense aussi, je me disais, l'apport offensif. Alors, si les leaders calent un peu, on va dire que si la ligne Brunner, Kunti, Kunsley a de la peine, d'avoir un Radgame, je l'avais mentionné aussi que j'attendais un petit peu plus de lui. J'avais dit pas qu'il marque 3 buts par match, mais que de temps en temps, ils viennent un peu appuyer ça, et c'est tant mieux. Ça, c'est une des sources de satisfaction. Yakovenko me déçoit un petit peu dans sa production offensive. Je m'attendais aussi à ce qu'il puisse être un peu plus impactant, on va dire, que ce qu'il fait là. On a Löw qui a 3 assists là aussi, et puis Yakovenko, il a juste 2 assists. Je me dis qu'il serait de bon ton que... Moi, on a souvent vanté la répartition du temps de jeu d'Antti Tervonen. À raison, je pense. Mais au bout d'un moment, est-ce que tu dois pas un peu plus faire jouer certains leaders? Là, si tu regardes, un Toni Rajala, depuis le début de la saison, il est à 13 minutes 36 de glace à 5 contre 5. Ouais. Et il est à 18 minutes de glace avec les powerplay. Un petit peu de boxplay, mais vraiment pas grand-chose. Du coup, est-ce que c'est pas justement quand tu peines à trouver des solutions offensives que tu dois un peu plus tirer sur certains leaders et couper un peu ton banc, être capable d'avoir ce genre d'option-là? Ouais, j'aime bien ton approche. En plus, c'est vrai, c'est que là aussi, de temps en temps, on dit « Ah, mais c'est bien la répartition du temps de jeu, mais entre 18 minutes puis le faire monter à 20 minutes pour un attaquant, il n'y a pas de problème. C'est 2 minutes que tu lui offres en plus pour peut-être trouver le rythme puis être sur la glace. Tu les enlèves à... Tu enlèves 1 minute à un, puis 1 minute à un autre, finalement, pour pas non plus dégoûter les joueurs en se disant ah, mais pourquoi t'en donnes plus. Je pense que ça peut être effectivement une solution qui ne va pas faire péricliter l'ensemble. C'est-à-dire, le but aussi, c'est de ne pas faire des mécontents. Mais entre pas faire des mécontents et rendre tout le monde content, tu disais pour Genève, au bout d'un moment, ça va pas être possible. C'est presque mécanique. C'est qu'un... Tu vois que tu gagnes tes matchs, tu donnes du temps de glace à ceux qui te font gagner tes matchs, donc tu vas le prendre à ceux qui te font pas gagner tes matchs finalement, et ceux qui te font pas gagner tes matchs, soit ils sont un peu... ils font le point dans leur poche, puis ils disent bon, il faut que je m'accroche, je dois mieux jouer parce que on gagne, mais j'ai pas un rendement suffisant. Là aussi, il faut voir. Mais c'est intéressant l'optique que tu prends là. Tu vois, moi je pense qu'un Gaëtan Haas qui a 16 minutes 15 de présence par match, c'est pas un peu peu? Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie non plus de... Mais il pourrait être à 18 sans souci. De chercher des problèmes là où peut-être qu'il n'y en a pas forcément et puis ils ont juste perdu 3 fois de suite et c'est pas grave. Mais des fois, je me dis, mais ouais, c'est bien de répartir le temps de jeu, mais fais quand même un peu plus jouer tes gars qui
qui sont capables d'amener quelque chose, et surtout quand tu es peut-être t'es plus à la peine offensivement. Ouais. Et du coup, ce week-end, c'est déplacement à Zug, réception de Cloton. On va dire que la réception de Cloton tombe assez bien parce qu'on a vu que Cloton à l'extérieur, surtout à l'extérieur, sauf à Lugano. même s'ils sont allés gagner à Lugano, mais on a vu la Seille qu'ils ont ramassée à Fribourg, ils en ont pris une autre à Davos. C'est une équipe que tu dois être capable de battre assez facilement si tu veux. Enfin, c'est des soirs où tu peux te permettre d'avoir une soirée qui doit être un peu plus tranquille que à peu près toutes les autres de la saison. Déplacement à Zug, compliqué parce que Zug c'est vraiment très très solide. Ouais, mais on a vu qu'Ambry était quand même capable d'aller chercher la victoire. C'est peut-être une mauvaise nouvelle justement. Oui, absolument. Tout dépend de ce qu'ils ont fait la veille, parce que je crois que Zug ne perd quasiment jamais 2 matchs de suite. C'est aussi la grande force de cette équipe, c'est de dire ok, bon, là on passe au travers, entre guillemets. Hein. On perd, on a le droit, mais derrière on montre qu'on a les crocs. Zug aura un week-end roman d'ailleurs, on y viendra juste après, mais il joue bien le vendredi et il se déplace à Lausanne le samedi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Bon, première fois de la saison, on n'a pas l'air complètement couillon dans les paris sportifs, c'est bien. Merci Zurich d'être allé à gagner à joie pour les paris sportifs, évidemment. On avait les demi que Zurich gagnait avec plus d'un but d'écart. On faisait pas les malins à la 42e quand il y avait toujours 0-1. Bon, on veut essayer de lancer une série positive. Ce vendredi, 6 matchs. Non, 7 même. Tout le monde joue. Oui. En vitesse, Bern-Lugano, Davos-Fribourg, Zug-Bienne, Cloton-Ambry, Longno-Lausanne, Genève, Zurich et Rapperswil à joie. Fais ton choix. Forcément, hein, on l'a entouré, ce Langnau-Lausanne, parce que la cote de Lausanne doit être assez intéressante, finalement. Oui, les cotes sont d'ailleurs déjà sorties, et Lausanne est à 2,10. Et on sait très bien que moi, je ne vais pas pouvoir m'en contenter. On connaît. Oh, mais tu vas pas mettre Lausanne -1. Ah, ça. C'est quand même... bien entendu que il doit y avoir une révolte, il doit y avoir une réaction de la part de Lausanne, parce que sinon les paroles de « non, je fais confiance », on en reparlera quand on parle du club en particulier, mais c'est un peu la DER, j'ai l'impression quand même, pour John Foust finalement, et que des fois quand il était au bord du précipice, il y avait toujours un moyen pour gagner. Alors j'aurais tendance à me dire que Lausanne a ses chances, mais en même temps, honnêtement, Langnau est pas non plus ridicule. Il y a ce Sarri-Järvi qui est vraiment pas mal. Est-ce que ça finira sur une sorte de match nul, puis ça se décidera en temps supplémentaire? C'est possible. Pour rebondir sur ce qu'on disait sur Bienne avec Zug, si, comme Zug a perdu contre Ambry, puis qu'ils ne perdent pas 2 matchs de suite, logiquement, ce Zug Bienne à la maison, alors la cote est 1,75. C'est quand même, pour dire que c'est Zug le champion, double champion de Suisse en titre et tout, ils auront eu la Champions, ok, mercredi. Donc mercredi, vendredi, ils seront peut-être un petit peu plus fatigués. Il va sans doute comme ils sont déjà qualifiés, il va peut-être sans doute faire jouer 2-3 juniors. Mais ouais, c'est... Zug avec handicap à 2,30, c'est intéressant. Lausanne à Langnau, c'est intéressant. Moi, ce Genève-Zurich, j'avoue que je vais pas m'amuser. Alors, voilà un vrai test pour Genève. Oui. C'est clair que là, on a un Hrubesch qui est très solide. On a une défense qui commence à trouver ses marques. On a un Lettonen qui commence à trouver ses marques. À notre goût, il a mis un peu trop de temps parce qu'on avait envie que avec Hockey Manager, ce soit un peu mieux que ça. On attendait beaucoup de Lettonen, peut-être beaucoup trop en fait. Mais... Et Cloton qui peut ramasser une série tous les soirs, qui sont à 2,15, à Ambry à 2,15 à Cloton, ça peut être rigolo aussi. Parce qu'Ambry va bien. Est-ce que jouer la main chaude, c'est un peu ça aussi. À part ça, il y a Davos-Gotteron, pas forcément trop à toucher parce que je crois que Gotteron va partir assez tôt pour être déjà sur place. En fait, ils rentrent de Salzbourg. Ils jouent ce mercredi soir à Salzbourg et ils vont directement voyager à Davos le jeudi. Ce qui aurait tendance Ils sont une nuit sur place. Ouais, j'aime bien cette approche-là. Puis historiquement, Fribourg se prend des tartes là-haut très régulièrement. Donc Davos-Fribourg, je pense qu'il ne faut pas trop s'amuser non plus. Selon moi. Et puis Bern-Lugano, là non plus, j'ai l'impression que Bern va peut-être être
Ils ont été bons contre Lausanne et tout. Donc, Pas mal de petits matchs intéressants qui pourraient nous tenter ce vendredi. Moi, je te vois bien partir sur Lausanne quand même. Moi, je verrai. Je craquerai peut-être pour... peut-être Zug. Peut-être Zug. Ouais. Bon, voilà, réponse sur nos réseaux sociaux. Vendredi en journée. On dit le matin, mais c'est vers midi. C'est vendredi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à Fribourg. Fribourg, c'est... qui a juste un point de plus que Lausanne, alors avec un match en moins, on est d'accord. Mais, c'est pas folichon quand même du côté de Fribourg, malgré des bonnes stats. Si on s'attache un peu aux stats avancées, c'est pas catastrophique du tout. C'est loin de l'être. Après, il y a ce 9-1 contre Cloton aussi, qui a tendance à... Ça fausse peut-être un tout petit peu les choses, et ça fausse peut-être aussi la perception de cette équipe actuellement, parce qu'elle a 3 défaites en 4 matchs. Puis la seule victoire, justement, c'est contre Cloton ce soir de fête, mardi dernier, où toute l'équipe, comme je disais la semaine passée, c'était un peu les Harlem Globetrotters de temps en temps, et puis ils faisaient tout le temps l'extra pass, et puis ça passait, et puis c'était rigolo en fait. Mais c'était beaucoup moins rigolo ce week-end. Défaite à Genève, 5-2, défaite à la maison contre Langnau après prolongation, 1 point de gagné. Alors là, on parlait à Ajoie, quand tu vas choper 1 point, ils sont importants ces points. Là, pas. là, ça marche pas comme ça. Mais avant de parler de Fribourg plus en profondeur, on va dire, il y a ce match contre Genève. J'aimerais bien avoir ton avis. 5-2. Au niveau du score, tu dis oulala. Puis en fait, 5-2, c'est le 3-2, c'est le but accordé à Noah Rod sur un hors-jeu non sanctionné ou à la limite du hors-jeu. Bref, les arbitres sont allés à la vidéo beaucoup trop longtemps, mais en même temps, ils n'avaient pas le choix, j'ai l'impression, pour en arriver à la conclusion qu'on ne sait pas. Donc, le but est accordé. C'est quoi ton avis là-dessus ? On sait de toute façon que pour invalider ou... le overturn, pour faire changer la décision, il faut que on soit absolument sûr. Puis, même si intimement, c'est ça qui est terrible, parce qu'intimement persuadé, je pense qu'on l'est presque tous, de se dire, il y a hors-jeu. Est-ce que les images peuvent me dire, oui, le puck sur la palette, pas avec les images qu'on a. Mais oui, mais je suis quasiment sûr à 100%. Oui, ce quasiment, il faut être sûr à 100%. On n'a pas le droit d'avoir ce quasiment sûr à 100%. Et malheureusement, c'est au détriment de Fribourg pour le coup. La dynamique là, elle a cassé quelque chose. Je dis de nouveau, il ne faut pas avoir là-dedans la seule comment dire, raison de la défaite de Gauthieron, parce que derrière, ils ont eu Joris qui a fait ce coup de genou, visiblement. On en parle dans la partie genevoise, si jamais, pour ceux qui n'ont écouté que cette partie-là. Et ils ont 5 minutes de powerplay, et ils ont un bon powerplay pourtant, et ils n'arrivent pas à profiter de ça. Je me dis, ils ont eu quand même finalement une chance de lutter contre le sort et de revenir. Désolé pour Fribourg, dommage, mais voilà, c'est peut-être ce qui fait la différence. Peut-être l'année passée, ils auraient réussi. Ce powerplay de 5 minutes, ils auraient fait... Ce coup du sort n'aurait été qu'un coup du sort, et que finalement, ils auraient marqué 2 buts en powerplay. Moté un plomb, Gunderson un plomb, bam, bam, merci, au revoir, 4-3. Puis finalement, ils gagnent 5-3 dans la cage vide. Admettons. C'est aussi une question de confiance. Et que la confiance, en ce moment, elle est un peu... Je ne sais pas si elle est érodée, parce que, mais elle n'est pas au même niveau qu'il y a une année. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il y a quelques mois. Juste pour terminer sur ce but, il y a 2 choses. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le point Godwin de ces genres de discussion, mais on en revient souvent là. Martin Gerber, Turin 2006, contre le Canada. Le puck est dans le but. On le sait, on voit la mitaine, on sait que le puck est au fond. Mais en fait, on ne le voit pas. Ouais. Donc, on ne peut pas dire. On suppose que... Parce que là, rappelle-toi, il y avait quand même il y a l'image du dessus. Ouais. On voit ça, mais on ne le sait pas. On l'imagine, mais on ne peut pas accorder le but. Et à l'inverse, donc les arbitres ont strictement appliqué un règlement. Oui, le but ne peut pas être accordé. La décision ne peut pas être inversée parce qu'on n'a pas d'image qui le prouve que, certes. Mais est-ce que là, à un moment, l'arbitre, il ne doit pas dire, bon, ok, soyons pragmatiques 2 secondes. Oui, le règlement dit qu'il faut une image qui nous prouve que... Mais en fait, l'image me fait déduire que à 100%. Oui, je déduis, mais à 100%. Et là, on revient encore un tout petit peu plus en arrière. C'est Reto Bertolotti qui va, lui, consulter des images auxquelles il n'a pas le droit. Le fameux match où il va voir
l'image du camion de télé pour avoir la conviction et prendre une décision à l'encontre complète du règlement de l'époque pour prendre la bonne décision. Et est-ce qu'à un moment, tu ne dois pas oser, en tant qu'arbitre, prendre la bonne décision et dire non, mais mon but, c'est d'appliquer un règlement, c'est vrai. Mais mon but, c'est d'appliquer aussi un règlement, enfin d'appliquer les règles pour qu'elles soient justes. Et est-ce que ça n'aurait pas été juste de dire non, mais là, attendez, oui, j'ai pas le puck, mais c'est difficile. Après, tu dois aller dire à Yann Cadieux, non, alors en fait, parce que, voyez, selon l'angle du truc. Ouais, non, vous voyez le puck ? Non, mais on se dit qu'il peut pas être ailleurs. Ouais, ok, mais vous voyez pas le puck. Ok, très bien, merci. Donc finalement, tu te sens frustré. Donc c'est là, si Bertolotti va voir, puis qu'il ramène l'image, puis il dit non, c'est bon, j'ai vu que le puck avait franchi. Ouais, mais vous avez pas le droit d'utiliser. Oui, mais j'ai vu qu'il avait franchi. Je trouve que c'est différent dans le. J'entends complètement. Mentalement, que au moins tu dis ouais, mais là j'ai la preuve. Là, la preuve. J'aimerais tellement l'avoir, j'aimerais tellement vous la donner pour vous dire que oui, évidemment, mais je ne l'ai pas. Parce qu'on va à nouveau... après, on en vient aller sur Galaxus, puis regarder combien coûte une GoPro. Non, mais parce que c'est toujours la même chose. Ouais, mais regardez, comme si c'était aussi simple que ça. Après, même si ça doit coûter 10 000 balles ou je ne sais pas, ou un truc à la charge des clubs, la question qu'on se pose aussi, c'est de se dire, ça, c'est la Xème journée, 6e journée, ou je ne sais pas quoi, 7e journée, et ça donne une victoire au final pour Genève. Ok, très bien. Est-ce que si ça arrive, on va prendre le pire cas, le 7e match, ou bien en pré-playoff qui décide d'un truc d'une équipe qui va aller ou pas, ou d'une relégation qui va aller ou pas, est-ce que ça, tu te dis pas, qu'on a quand même été vachement malin d'utiliser ces 50 000 balles ou ces X milliers de francs pour installer des caméras sur les lignes bleues. Moi, je pense moi, je suis complètement convaincu de ça aussi. Et pour le coup... Mais on est tous... En fait, c'est ça. On est tous convaincus. Mais c'est pas nous qui payons. Bien sûr. Mais après, c'est là où les clubs, des fois, après, on va toujours dire... Oui, mais regardez, ils ont donné tant de milliers à Leltonen, ils ont acheté Artikainen, Omar, ils ont pris Kovacs, ils ont pris Sateri, machin, ça coûte de l'argent, ils ont qu'à acheter un gars en moins. Mais non, ils n'ont pas qu'à acheter un gars en moins, ils ont qu'à acheter Sateri et mettre des caméras, parce que c'est possible. Mais on a l'impression que c'est un peu, de nouveau, ces hypothèses qu'on va sortir en disant « Oui, mais si ça arrive en relégation, oui, mais si ça arrive dans un 7e match, pour décider d'un truc. » En fait, il faudra que ça arrive à un moment là pour que ça gueule, puis en fait que l'être humain arrive au moment, plutôt que d'hypothèses, que ce soit un fait, puis que ça gueule tellement dans la presse en disant « Ok, vous avez flanqué ce club en Ligue B, en Swiss League, il était relégué à cause de ça. » Des articles, et blick.ch/fr qui ont fait des tonnes et des tonnes avec Vaucher et compagnie. Non, mais c'est ça. Puis après, ils vont se dire... Ce qui est un peu triste, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, quand la KHL est venue jouer un match de saison régulière à Davos. À l'époque, il n'y avait pas encore les caméras en dessus des buts en Suisse. Ils sont arrivés avec leur camion, leur merdier. Ils ont mis des caméras sur les lignes bleues, des caméras au plafond. Et les caméras sur les lignes bleues, c'était même... Il y avait aussi un match à Zurich, la KHL. Exact. Et il y avait des trépieds. C'était des caméras artisanales, on va dire. Là, ils sont allés sur galaxus.ru, je pense. Mais il y avait les caméras sur les lignes bleues. Et en Suisse, dans une patinoire suisse, c'était clairement possible. Nous, on nous dit tout le temps, quand on dit « Ouais, mais il y a quand même des caméras. » Ouais, mais c'est pas si simple. Parce que le système, oulala, ceci, cela. J'entends très bien. Hein. Mais en fait... Quand la Russie vient jouer, quand le championnat de KHL vient jouer un match en Suisse, eh ben en fait, ils font. Et c'est peut-être techniquement pas si simple, mais c'est possible en fait. Et franchement, faites-le. Moi, je deviens fou à chaque fois qu'il y a un cas comme ça. Et à la fin, oui, Christian Dubé n'est pas content et il dit une ligue d'amateurs, etc. Oublie pas que t'es une partie de... Et c'est en de plus, la ligue, hein. En étant en plus GM, il n'est pas CEO, on est bien d'accord. Mais au bout d'un moment, oui, tu peux être frustré à la fin d'un match, je l'entends. Mais c'est pas au journaliste qu'il faut le lire, hein. C'est à ton CEO qu'il faut le lire. Dis arrête de voir maintenant ces conneries-là, on fait passer ça, s'il vous plaît, parce que oui, les journalistes, on est des relais. Ouais, des passe-plats, ouais. Mais là, c'est pas avec nous qu'il faut regarder ça. Hein. Et nous, on n'a aucun impact là-dedans. Absolument. Et je comprends la frustration d'un entraîneur qui perd un match, qui a l'impression que le match a tourné sur cette décision. Je pense que sur le fond, Genève n'a pas volé sa victoire. Je comprends la frustration. Mais au bout d'un moment, ça doit passer au niveau des CEO, ça doit passer au niveau de la Ligue. Et
la KHL a pu le faire en venant comme j'avais oublié Zurich, moi j'avais que Davos en tête, mais dans les deux cas, ils ont pu le faire. Je pense que ça va, c'est faisable. Ah non, mais le coup des caméras au-dessus des buts, qu'est-ce qu'on n'en a pas entendu? Puis finalement, maintenant, tout le monde dit, ah bah, c'est bien. Puis quand on voit les arbitres, il y a cette mosaïque de caméras, tu te dis, ah, c'était difficile à faire. Puis ils l'avoueront jamais qu'en fait, c'était pas très difficile à faire, puisque ça se fait dans les autres pays, et des pays qui sont quand même moins... La Suisse est quand même relativement à la pointe de pas mal de choses. Il me semble. Internet, c'est pas des petits chalets où c'est compliqué à amener les lignes, la fibre optique, ça existe un peu partout. Donc normalement, faut arrêter de nous prendre pour des jambons quand même. Puis on a quand même des patinoires globalement modernes. Je vais pas faire une blague sur Genève Servette, c'est pas l'endroit. J'en ai fait assez. Mais on a des patinoires qui sont globalement assez modernes pour assez facilement pouvoir faire des choses. Mais bref, ne perdons pas de vue quand même que Fribourg-Gotteron a perdu ce match et n'était pas foncièrement meilleur. C'était du 50-50 à ce moment-là. J'entends la frustration que Fribourg aurait pu le gagner, c'est vrai. Fribourg aurait pu gagner contre pas mal d'équipes, mais pour l'instant, contre Langnau aussi, ils auraient eu le droit de gagner. Pu gagner. Ils perdent actuellement. Ils ne trouvent pas de solution de gagner. Ouais. Et ça, c'est pas qu'une question de caméra sur les lignes bleues non plus. Ce serait aussi un petit peu se détourner des résultats de Gotteron actuellement. Finalement, à Fribourg, je trouve que... Je sais que les étrangers sont souvent mis, sont souvent mis au pilori. Et tu regardes Yannick O'Connor, il a 7 points en 7 matchs. Si tu regardes les stats froidement comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que vous allez gueuler sur Yannick O'Connor, quoi. Mais il y a 4 points contre Cloton. Alors voilà, ça veut dire que c'est 3 points en 6 matchs. Et puis il fait peut-être pas tourner. On aimerait bien qu'il ait peut-être marqué que 1 point contre Cloton, un but, et puis qu'il en ait gardé quelques autres pour justement peut-être marquer... contre Langnau, le deuxième qui aurait permis de gagner, etc. Jacob Delarose, on vante ses qualités défensives, c'est très très bien, mais un but en 7 matchs, je sais que le plus-minus, c'est pas exceptionnel, mais ça me frappe parce que les autres plus-minus sont corrects, puis tout d'un coup on a Berchi moins 6, puis Delarose moins 5, alors que c'est... 1, moins 2, 0, moins 1. Là, tout d'un coup, il y a un vrai gap. Et pour un gars qui est censé être important défensivement... Je trouve dommage de prendre... C'est comme finalement, on a aussi été très critique envers Salomaki en début de saison et avant la saison. Et moi, le jury est toujours en train de délibérer sur ce joueur, surtout qu'il ne joue pas beaucoup. Est-ce qu'il délibère aussi sur Jacob Delarose, le jury? Mais en fait, je pense que et l'un et l'autre, il faut aussi quand même remettre dans le contexte de l'équipe. Et prends un exemple, si tu compares, on va dire, les étrangers de Genève et de Fribourg. Fribourg peut compter sur des joueurs suisses comme Berchi, Motet, qui sont des joueurs, on va dire, dignes des étrangers. Et donc, dignes d'étrangers. Parlons français, soyons fous. Et du coup, tu engages des joueurs qui vont compléter ce puzzle-là. À Genève, tu as un Marc-Antoine Pouliot qui est un centre de troisième ligne suisse. Alors, à licence suisse, mais peu importe, il compte comme suisse, tu n'attendras pas de lui qui marque 1 point par match. Du coup, pourquoi il ne faudrait pas se dire que dans la même construction d'équipe, tu as des pions à gauche et à droite qui ont la même importance sur la production offensive? À savoir, Delarose, ça ne va pas être son rôle. Oui, il n'a qu'un but, mais ce n'est pas la question. Et moi, la ligne qui compose avec Berchi et Kouakanen, je l'ai vu 2 fois, j'ai trouvé complètement OK. Pas flamboyant, mais OK. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est la seule qui résiste au brassage incessant de Christian Dubé des lignes, même des fois en cours de match, souvent d'ailleurs. Donc, attendons peut-être pas la même chose de Jacob Delarose que ce qu'on attendrait de Linus Omark ou Timo Artikainen ailleurs. Chris Di Domenico pour bien embêter. Exactement. Tandis que là, maintenant, il y a au moment où Marcus Sørensen se blesse, et on en parlait juste avant avec Ajoie, la différence de la durée de la blessure de Sørensen et de Eisen n'était pas forcément très différente. Il se trouve que Sørensen va être blessé plus longtemps. Il n'y a pas eu de précision. Que veut dire plus longtemps? Mais Ajoie va chercher Martin Bakos qui fait 5 points en 8 matchs. Et Fribourg, ils disent non, il y a que des gens qui veulent les joueurs pour toute la saison. On n'a personne à engager à ce moment-là pour une si courte durée. Ok, très bien. Mais alors derrière... il faut que les joueurs répondent aussi et prennent les responsabilités et jouent haut niveau. Sinon, c'était une erreur de prendre personne. Et actuellement, on est obligé de se dire que
oui, Sørensen manque, donc oui, il aurait peut-être fallu le remplacer. Moi, il y a une question aussi que je me pose en voyant les centres, parce que je me rappelle la colonne de centre que Fribourg affichait la saison passée, avec Desharnais, avec Walzer, avec Schmitt. Et je vois que Schmitt, il est plus tellement mis, il est mis à l'aile. Oui, il est remis au centre, soi-disant plus à l'aise. Mais il me semble que ça, on le savait en fait. J'ai pas compris ce passage à l'aile de Sandro Schmitt, honnêtement. Voilà, et il est jeune, enfin c'est un gars que il fait partie de ta colonne vertébrale. Tu l'as prolongé de 2 saisons, je crois. C'est vraiment. Puis tout d'un coup, il passe à l'aile. Vraiment, j'ai pas compris parce que justement, il fait partie du futur de Fribourg-Gotteron. Il fait partie de ces gens qu'on veut développer comme centre. C'est déjà tellement compliqué de trouver des bons centres suisses quand on en a un qui en plus qui est jeune, qui fait partie du projet de Fribourg. J'avoue que ça m'a surpris. Alors peut-être que Christian Dubé n'est pas content de son rendement. Hein. Actuellement, Sandro Schmitt, c'est 3 assists en 7 matchs. Il devrait revenir au centre assez rapidement, je pense. Je l'ai lu dans La Liberté, je crois, qu'il allait revenir au centre parce qu'il était plus à l'aise, comme je disais avant. Mais on en revient et j'ai l'impression qu'on fait la blague chaque année à l'alignement avec Bikoff et Sprunger sur la même ligne. Oui. Et tu as un peu l'impression que c'est le dernier espoir. C'est mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah Sprunger Bikoff. Quoi. Ouais, sauf que Bikoff maintenant il est à l'aile. Ouais. C'est plus la SBP, le B, c'est la S quelque chose B. Quoi. Donc ça change aussi un peu la dynamique. Mais l'année passée, je crois qu'on n'en est jamais. Est-ce que c'est au début de saison, quand Fribourg a perdu un peu de match, on a mentionné ça, mais j'ai l'impression que ça fait un bon moment qu'on n'a plus mentionné oui, quand tout va mal, on remet Bikoff avec Sprunger. J'ai l'impression que c'était l'année passée, cette thématique, elle a quasiment jamais été abordée. Il me semble qu'on en a parlé quelques fois à ce micro quand même, que le retour à Bikoff, Sprunger, c'était en 5 saisons, oui. Et du coup, l'année passée, rappelons-le, 4 défaites consécutives en début de saison après 6 matchs. Du coup, ce serait rigolo, j'ai pas de temps à perdre pour faire ça, mais d'aller nous écouter à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on disait? Ce serait, je pense, intéressant, faites-le pas, on va peut-être avoir l'air malin. mais malgré tout, on a aussi vu la suite de la saison, et ce que je disais, je sais plus si je te le disais avant, ou quand on buvait un café, ou maintenant, mais les statistiques de Fribourg-Gotteron sont bonnes. Oui. Le corsi est excellent, ils ont le deuxième meilleur corsi à 5,5 de la Ligue des Herr Davos. Ils accordent quasi pas un shoot du slot, ce qui est quand même vraiment, vraiment bien. Ils en accordent moins que l'année passée encore, alors que l'année passée, c'était déjà très bien. Je crois qu'ils sont pas mal en possession aussi en zone offensive. Hein. Exactement. Et du coup, c'est une équipe qui a le puck, qui shoot, mais qui ne se fait pas mal. Et actuellement, c'est vraiment un des gros problèmes de Fribourg-Gotteron. Et quand ils seront capables d'aller un petit peu gratter là où ça fait mal, justement, et d'aller un peu chercher les garbage goals, ça devrait tourner. Encore faut-il qu'ils soient capables de le faire. Et pour l'instant, honnêtement, j'ai pas de signaux qui me font me dire que oui, ils sont capables de le faire ou non. C'est vraiment 50-50, mais là, c'est on the line du côté de Fribourg. Et il y a de quoi un peu se dire... Ça peut soit très bien tourner, soit vraiment très mal tourner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de milieu. Enfin, si, il y a sûrement un milieu, mais ça peut être dans les deux directions actuellement. Et je me réjouis de voir comment ça va évoluer. Dernière question pour toi. Le jury au niveau de Juuso Vainio, parce que on savait à la base que c'était un défenseur défensif qui avait été engagé. Et là aussi, des fois, on a l'impression que les supporters, même s'ils ont entendu que c'était un défenseur défensif, on leur a pas menti sur la marchandise. Ils ont ce qui a été... Ils produisent ce qu'on attend de lui, finalement, à mon avis. Hein, en tout cas, en marquant pas 53 buts. Mais les gens commencent quand même, des fois, à gueuler un peu à son propos. Et toi, le jury, il en est où? Voilà, le jury, il se dit qu'on lui a, comme tu dis très justement, on lui a pas menti sur la marchandise. Quand tu as Gunderson et Diaz qui sont là, tu n'as pas besoin d'un gars capable de t'amener 35 points par saison. Moi, je trouve qu'il fait le job. On le voit pas trop, on l'entend pas trop, il fait pas trop d'erreurs. Gotteron, je viens de le dire, défensivement est très solide. C'est aussi parce que Vainio est capable de défendre bien, solidement, de faire quand même une première passe correcte de ce que j'en ai vu. Mais on savait qu'il fallait pas en attendre 35 points par saison. On n'est pas surpris par le 7 match 0 points de Vainio pour le moment. Comme je le disais avant dans l'introduction de Bienne en perd 3 de suite, on dit tout, ouais, ça va, mais quand même on s'inquiète. Fribourg, on perd 3 en 4, on dit, ouais, mais les stats sont bonnes. Lausanne en perd 4 de suite, puis on
On appelle la Rega. Qu'est-ce qui se passe à Lausanne? 4 défaites de suite, 2 buts marqués, 17 encaissés depuis le match contre Zurich. Il y a eu quasiment 3 jours et demi sans marquer un but avant celui de Gernat contre Genève. C'est très inquiétant. C'est inquiétant ou au contraire, on voit le bout du tunnel? C'est inquiétant, en tout cas. Ça, c'est clair. Est-ce que je mets le trait il n'y a pas de révolte. Enfin, c'est un peu un sentiment et qui se dégage aussi des gens qu'on croise dans les patinoires, hein, et notamment à Lausanne, qui ont l'impression de voir une équipe, pas une équipe zombie, mais une équipe qui est sur la glace, mais qui ne fait pas de sortie de zone propre. Le powerplay, on sait bien que c'est un problème, mais au bout d'un moment, si tu n'arrives pas à faire que le powerplay fonctionne, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton coaching staff aussi. Parce que les joueurs, on l'a dit quand même plusieurs fois qu'ils avaient de la qualité. On va pas revenir sur le fait que Damien Rien est un bon joueur, que Kovacs est un bon buteur. On a vu, il en a marqué 4. Après, est-ce que c'est une erreur de casting de se dire, tiens, j'ai mal identifié le joueur qu'il me fallait, l'étranger qu'il aurait fallu pour le powerplay, qui est capable de le poser, comme à l'époque quand il y avait Malguin, Hudon, Gibbons, c'était vraiment un powerplay qui marchait bien. Cette relation-là, on la trouve pas comme on pouvait la trouver. Les fameux triangles on aimait bien énumérer, que ce soit à Zurich à l'époque ou bien à Zug, quand ça marchait super bien, même à Fribourg finalement avec Desharnais, Motet et puis d'autres joueurs avec Di Domenico ou même avec Sprunger. On n'a pas ce sentiment-là à Lausanne. Puis surtout, on a l'impression que si au moins le powerplay était posé mais qu'il manquait quelque chose. Ce qui était le cas en pré-saison d'ailleurs. Il y avait des signaux, tu disais, ok, il marque pas encore, mais je vois le truc. Exactement, au moins c'est posé. Là, maintenant, en fait, ce qui fait peur, c'est qu'on a l'impression que l'équipe, je disais zombie, donc pas d'âme, puis est-ce que vraiment ils ont envie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est déjà un peu cassé? Alors, ça fait peur 1 mois après le début du championnat, et la conférence de presse, c'est ce qu'ils nous avait dit, donc je crois que t'aimais bien ce passage-là, d'ailleurs. Mais justement, en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté la partie d'avant, pour Fribourg, je disais, ce serait marrant de nous réécouter après 6 matchs, quand Fribourg en avait perdu 4 la saison dernière, 4 de suite. Est-ce qu'on disait, ouh là là, les grands cris, fin de cycle, ils sont trop vieux ou pas? Et là aussi, je pense que nous, on doit aussi faire très attention, et on le fait en général, à pas surréagir. Mais moi, il y a quand même un truc qui me frappe. C'est qu'il y a 1 mois, on nous dit, on a eu une épiphanie durant la pause olympique, on a compris qu'on devait travailler en équipe, c'était vraiment, on est allé à Villars, il y a une sorte de révélation là-haut, on peut pas trop vous dire quoi, mais voilà, bon, okay, très bien. Puis les résultats ont suivi derrière. Et les résultats étaient excellents, et Lausanne était une très bonne équipe en fin de saison, qui a joué énormément de matchs, qui est arrivé cramé en play-off, et finalement à la fin, il leur manquait un petit quelque chose, mais ils ont tenu tête à Gauthieron en quart de finale, fin de saison. Ok, malgré à la fin, tu prends ça comme un échec parce que quand tu es éliminé en quart de finale, c'est forcément un échec. Pour une équipe, si Ajo est éliminé en quart de finale cette saison, ce ne sera pas un échec, on est bien d'accord. Mais une équipe comme Fribourg, comme Lausanne, comme Genève, comme Bienne, à s'arrêter en quart de finale, ce n'est pas une réussite. Du coup, ils nous ont expliqué ça, que c'était super. Hein. Et moi, je lis dans le 24 heures de mardi matin, on a eu une discussion dans le vestiaire, on s'est dit les choses de manière assez sérieuse. Mais en fait, c'était pas censé être super. Puis justement, il fallait garder l'état d'esprit de l'année passée. Puis 1 mois après, on nous dit là, on s'est dit les choses. Ouais, bon, alors, on croit quoi? On croit qui? Et alors, est-ce qu'on nous a un peu enfumé avant la saison? Ou est-ce qu'on nous a pas enfumé, mais qu'on s'est vu trop beau avant la saison? En se disant, ouais, non, l'année passée, on a compris un truc. Et puis maintenant, c'est juste, on repart comme en 14, quoi. On repart comme en fin de la saison passée. Je sais pas. Moi, ça me laisse un peu dubitatif. Maintenant, faisons confiance au fait qu'ils ont compris des choses, ils se sont dit des choses dans le vestiaire, ils ont vidé leur sac, très bien. En parlant de vider son sac, tu penses que John Foos va devoir faire le sien bientôt de sac? Moi, j'ai lu c'est pas un commentaire, ou ton article, mais tu donnais ton avis, donc c'est pour ça que j'essaie d'identifier exactement. Je trouve que tu avais forcément raison dans le sens où vu le contexte de travail, vu oui, tu veux mettre qui? On va pas faire de nouveau de dire mais on a qu'à mettre Serge Pelletier, Gary Chian, puis prendre tous les gars qui se sont fait les suspects usuels, Kaiser Sosé, Gary Chian, Serge Pelletier. Ouais, non, vraiment, c'est Larry Ouras.
Ouais, des gars qui ont plus coaché. On disait que la semaine passée, tu mettais en lumière Bobby Dallas et Karel Svoboda en disant, en prenant simplement leur CV et en disant ouais, mais regardez, c'est des gens, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience du haut niveau de coaching. Alors que Alex Reinhardt et John Foust, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Donc finalement, est-ce qu'il faudrait peut-être enlever certaines personnes? Pour moi, ce serait presque... Je vois pas tellement à quoi ils servent, objectivement. Et je me suis fait pourrir par quelqu'un, je me souviens plus, avant la saison, quand j'ai fait ma petite question piquante, à quoi sert Bobby Dallas, c'est qu'on m'a dit que je manquais de respect. Ouais, c'était volontairement provocateur, mais on très est bien d'accord. On remet pas en cause la carrière de joueurs des types, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, si, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire, Mario Lemieux, il a jamais entraîné une équipe. Bon, c'était un des plus grands joueurs de l'histoire. Il arrive, tu vas lui donner le bénéfice du doute parce que c'était un grand joueur. Au bout d'un moment, si tu vois que sur la glace, il est nul, tu te dis, ouais, mais en fait, tu sais pas coacher, puis tu joues que sur ton aura. Il y a un moment, l'aura de Bobby Dallas, je sais pas, mais... Puis il s'occupe des défenseurs, puis moi je m'excuse, mais on parlait des sorties de zone qui sont quand même franchement pas bonnes. Alors oui, c'est un système, c'est pas que Bobby Dallas qui gère les défenseurs, et donc tout doit lui être remis sur le dos. Absolument le meilleur pas. défenseur d'ailleurs est blessé, hein, celui qui a les meilleures aptitudes en début de saison, c'est Andrea Glauser. Donc, et ça, il faut absolument pas le minimiser. Non, mais Frick, Gernat, même Eldner, enfin je veux dire, même Yelovac, il y a quand même des joueurs qui sont capables de faire une première passe correcte. Bah, il me semble aussi, et c'est pas le cas. Je comprends clairement que l'idée soit ouais, mais Foust est nul, je comprends qu'on le pense. Ouais. Mais moi je suis obligé de dire ouais, mais est-ce que Foust peut vraiment travailler correctement? Et je sais, je l'ai déjà dit et je vais continuer de le dire, je pense que c'est pas le cas. Ouais. Alors au bout d'un moment, on aimerait ne pas aborder l'extra sportif, justement pour se concentrer sur est-ce que John Foust est un bon entraîneur pour le powerplay et tout, mais si en fait on dit oui, mais c'est pas lui qui décide, donc c'est quand même difficile de vouloir le mettre, lui couper la tête, si c'est pas forcément... Mais au bout d'un moment, moi, je suis pas dans sa tête, mais si c'est à ce point intenable et pour que nous on arrête d'en parler, c'est toi qui démissionne. Tu dois partir. Ouais. Et il reste. Donc finalement, je comprends aussi qu'il prenne sa part de responsabilité parce que c'est lui qui accepte d'être là. Tu as le droit de partir. C'est de dire non, mais attendez, là c'est invivable. Mais bon, là c'est facile de faire les malins derrière un micro. Je veux dire, c'est des gens qui ont une famille, c'est des gens qui ont un travail, qui ont un salaire à la fin du mois. Absolument. C'est pas un joueur qui gagne 700 000 et puis qui dit ma vie après, si je fais pas trop le LAN, elle est tranquille. Non, les entraîneurs, ils sont bien payés, mais je veux dire, ils ont une vie. Et je comprends aussi que tu t'accroches à un job, mais là, ça devient vraiment difficile pour lui. Et là, d'aller à Langnau, ça va être un gros test. Et moi, je vois quand même Lausanne s'en sortir. J'arrive pas à me dire que cette équipe-là ne va pas s'en sortir. Ouais. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis trop optimiste? Ouais, faudrait voir déjà qui est au but, parce que en ce moment... Tobias Stéphane, si on nous dit est-ce qu'il fait la saison de trop ou pas, au début octobre, je te dis oui. De ce que je vois en ce moment, il te donne pas les clés pour aller gagner. Est-ce que c'est sa faute? Ah ben non, parce que quand Lausanne est incapable de marquer un but, tu vas pas faire 3 points en faisant 0-0. Donc, non, mais les 3 matchs qu'il joue, clairement, ils donnent pas une chance à Lausanne de gagner. Non. Et Lausanne les perd. Mais il donne pas une chance de gagner. Östlund fait le job, mais... Mais moi, il y a quand même un problème. Là, je pense que Tobias Stéphane, ils l'ont perdu. Parce que ce week-end-là, tu dises, on ramène, j'allais dire Thomas Östlund, Victor Östlund pour le match à Berne, et tu dis à Tobias Stéphane, écoute, c'est début de saison difficile, Poulenov, c'est pas là, on a besoin de toi demain contre Genève, back-to-back, à 38 ans, c'était pas l'idée de les faire jouer. Pas de problème, tu fais venir Östlund. En plus, tu espères que tes défenseurs, ça va un petit peu les remobiliser, qu'il y a le jeune derrière. Donc, on en a vu des matchs comme ça où. Absolument. Mais le lendemain, quand Östlund n'a pas fait un match de fou, il a été tout à fait bon. Ouais, par rapport à ce qu'on attend de Victor Östlund ce soir-là, il a complètement fait le job. Mais le lendemain que tu remettes Victor Östlund, et là, il n'a pas été bon contre Genève. Non. Il a rien fait pour donner à son équipe une chance de gagner. Un arrêt à 2-0, je pense après le deuxième but de Genève. Non, avant le deuxième but. Là, il fait un gros arrêt. Mais à part ça, derrière, c'est fini. Là, ce deuxième soir où tu ne donnes pas les clés à Tobias Stéphane, c'est difficile. Et du coup, je crois que Poulenov sera de retour pour vendredi le match à Langnau. Ouais. Mais est-ce qu'il est capable de jouer 2 matchs en 2 soirs, Poulenov? Moi, je ne suis pas sûr. Ouais,
La fragilité, on en a quand même parlé. Simplement, c'est basé sur Son historique, hein, bien exactement. Donc, tu dis qu'il est fragile. Signé 5 ans, très bien. Un bon gardien, pas de problème, mais fragile. Voilà, c'est difficile de compter absolument sur lui. Et Langnau, tu dois le gagner ce match. Absolument. Puis après, alors, t'as le droit, si tu gagnes à Langnau, tu as le droit, entre guillemets, de perdre contre Zug à la maison. Tu as le droit de gagner à la Mais- maison une fois aussi, parce que les gens, ils vont en avoir un petit peu marre au bout d'un C'est moment. ça. C'est aussi, les gens, s'ils viennent juste, c'est un samedi soir, il y a un match à domicile, ok, je viens, mais si tu n'offres rien du tout. Mais c'est ça, en fait, au-delà du résultat, moi je pense que ce qui énerve aussi un bout d'un moment, et moi on a quand même pas mal d'amis qui sont fans du LHC et qui nous en parlent, qui disent mais nous, perdre c'est une chose, mais il faut voir comment, il faut voir quelles émotions nous en tant que clients, parce qu'en un sens quand tu es spectateur, et surtout quand le directeur des Hockey Operation dit on veut le produit Lausanne HC ou je sais pas quoi dans une interview qu'il a donné. Oui. Ou alors si c'est un produit, donc ça veut dire que les gens qui achètent ton produit c'est tes clients. Bah tes clients au moment ils ont le droit de se dire là on se fout de nous en ce moment et donc on n'est pas content et donc on va peut-être pas revenir. Bah ouais, malheureusement quand tu utilises ton club comme un produit marketing et comme du business, bah malheureusement il y a un minimum que tu dois être capable de donner à tes clients. Mais tu sais que c'était samedi soir, après le derby, on était dans un bar à Lausanne, dans la Vaudoise Arena. Dis pas où c'est, il n'y a pas encore trop de monde. Ouais. Non, c'est pas vrai. On était au Spot Café. Là, voilà, ouais. Mais non, c'est pas vrai. Au moins il y a un petit bar un peu caché qui s'appelle le Bar des Lions. Il y a même une petite pancarte, hein, je rigole. Qui est un chouette endroit au passage. Ouais. Qui est agréable. Ça fait le job. Et puis, le CEO Chris Wolf est passé. Et il est passé à toutes les tables et il discutait avec les gens. Et là, pour le coup, il le faisait de manière absolument normale. Et je me disais, mais ça, c'est bien. Les gens, ils voient le directeur du club qui passe, comme pouvait passer Patrick Depreux, et comme sans doute il le fait encore maintenant, même s'il a plus cette fonction-là. Mais Petr Svoboda qui ne parle pas français, est-ce que vraiment... moi, je le vois jamais. Enfin, du coup, ok, tu vas peut-être te ramasser des gars qui vont te dire ah, mais pourquoi mais vraiment, vous pouvez pas faire quelque chose et tout. Alors, c'est d'autres qui vont ramasser peut-être les critiques à cet égard. À un moment, c'est... Bon, moi, j'entends. Ça me choque pas. Alors, disons, je le mets pas au débit de quelqu'un, le fait de ne pas le faire. Je le porte au crédit de celui qui le fait. Absolument. Plutôt, c'est dans l'autre sens que j'inverserai la réflexion. J'ai pas l'impression que quand je vais voir des matchs à Berne, il y a Andrew Ebet qui se promène de table en table et Absolument. c'est pas un problème. Par contre, le fait que Chris Wolf vienne et il parle avec des gens, puis peut-être les gens lui font part des inquiétudes, mais quand même, notre club, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, on a l'impression qu'on le reconnaît plus. Puis lui est là pour dire, j'ai pas écouté de discussion, mais je peux imaginer que c'est le genre de thématique. C'est rassurant quand même, je trouve. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve. Mais au bout du compte, il faut quand même gagner les matchs parce que tu peux rassurer les gens tout ce que tu veux. Au bout d'un moment, les gens ils vont à la page 302 du télétexte, puis oui, parce qu'on va encore sur le télétexte. Puis ils se disent attendez, là pour l'instant on a juste Cloton et Langnau derrière nous et puis c'est tout. Donc qu'est-ce qui se passe alors que on a une équipe, on a des noms qui sont censés être bien plus ronflants que ça. Bon, Papy Grégory, avec ton télétexte. J'appelle le 164 aussi pour avoir les résultats de temps en temps. Un numéro qui rapporte encore de l'argent, c'est incroyable. Douai qui s'entraîne avec Langnau, ça me fait... On en a parlé, je sais pas si on en a parlé avant, mais... Pas encore. Assez amusant de se dire que tu le vois jouer, alors peut-être qu'ils arriveraient à le faire, ne pas jouer contre Lausanne. Ce sera le cas parce que Guillaume Maillet, alors sauf s'ils font une rupture de contrat, mais ça fait une année qu'ils le payent presque dans le vide. Florent Douai, ils vont encore le payer 3 jours dans le vide, je peux te dire, pour pas qu'il joue contre eux vendredi. Enfin, je dis ça, j'imagine que c'est ce qui va arriver. Et si tu fais du bon business, c'est ce qui doit arriver. Tu dis, attends, écoute, nous, on va gérer ça. Mais si tu mets pas un type qui est affamé puis qui se dit, attends, je vais alors tout donner. Ou alors, tu espères qu'il en a tellement marre qu'au bout de 3 minutes 15, il prend 5e match parce qu'il est... L'année passée, il a eu pris des 5 minutes à match. Il est tout à fait capable. Il est tout à fait capable. D'autant un cheval de Troie, une vache de Troie à Langnau, ou je sais pas ce que c'est. Un tigre de Troie. Ah ouais, mais... j'ai vu un peu moins de tigres que de vaches quand je suis allé là-bas quand même. On a 2 questions. On a notamment Patrick Suner sur Twitter qui nous dit Lausanne est sortie de zone, son 4 n'a pas de schéma de jeu. Comment l'expliquer? Et puis que Ugly et Pedretti, qui sont censés être des renforts, sont en deçà des attentes. Un peu comme Baumgartner l'an dernier. Pourquoi l'intégration ne fonctionne pas? Et c'est vrai que
Je sais pas si j'ai une véritable réponse à donner, en tout cas, moi. J'avais un ancien chef qui me disait, quand j'amenais ce genre de sujet sur la table, il me disait ah, mais au-delà du constat, qu'est-ce que tu as à dire de plus? Puis là, effectivement, je me rends compte que si je lui avais dit ça, ouais, je trouve quand même que Ugly et Pedretti, pas terrible. Hein. Ouais, mais au-delà du constat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, je sais pas. Honnêtement, je comprends pas. Au bout d'un moment, Ugly, c'est un gars, moi, comme j'ai déjà dit une fois, j'ai le fondateur du fans club Michael Ugly en face de moi. Il aime ce joueur. C'est à toi qu'il faut poser la question. Mais c'est un Il gars était qui... bon en pré-saison, en plus, En avec plus, Yeager. On se disait que ce mais- duo... Voilà, là, moi, c'est aussi une excuse que je trouve recevable. C'est de dire, OK, il y a eu des blessés. Et Swoboda l'a un peu trop dit, peut-être, dans l'interview qu'il a donnée à 24 heures la semaine dernière. Ouais, Il y tu avait- peux, ouais. Mais j'entends clairement l'excuse. Tu as un Raffle qui est censé amener justement ce leadership sur la glace et dans le vestiaire. Et je crois vraiment que c'est ce qu'il est capable de faire. Hein. Absolument. Il n'est pas là. Ses catchs devraient être de retour. Mais en même temps, avant sa blessure, ses catchs, il brûlait pas la ligue. Hein. Donc, oui, il va revenir, mais il faut peut-être pas non plus se dire c'est lui la clé de tous les problèmes de Lausanne HC. Mais il n'y a pas que Ugly et Pedretti. Moi, un Daniel Odette, depuis le début de la saison, je suis vraiment déçu. Ouais, quelqu'un m'avait dit, mais Odette, des mains, super, mais pas sûr que ça colle, à défaut de Kovacs qui était beaucoup plus... qui jouait à une touche, qui avait un peu déjà un sens du jeu plus aiguisé qu'un Odette qui a marqué un but highlight reel contre Berne en pré-saison. On était là, waouh. Puis même, il marque un joli but contre Bienne, si je dis Oui. pas de bêtises. Il Mais fait un super jeu sur une aile pour un but. On se rappelle de tous Oui. les buts de Lausanne à force. Hein. À part ça, c'est quand même peut-être un problème. Quand tu te rappelles Absolument. de tous les buts d'une équipe sur les 2 dernières semaines, c'est quand même qu'il n'y en a Ouais, pas eu contre des Cloton, Kovacs, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me dis, ah ben oui, c'est Bah vrai, ouais, on t'as s'en un jeu de rappelle. travail d'Odette. Bah, Mais... En powerplay, ouais, on peut bientôt tous les décrire. Mais le problème, c'est que c'est un peu tout, quoi. Est-ce que ça a été... Et pourtant, c'est un joueur qui marque quasiment un point par match en KHL ou dans des En championnats. Finlande, la saison d'avant, il avait été très Exactement. bon. Donc, il y a rien à dire sur le... Est-ce que le profil... Ou est-ce que finalement, il est dans une équipe qui, comme elle péclote un peu, que dans la tête, ça va pas forcément... Bah, c'est pas le genre de joueur qui va te sortir de la gonfle. C'est peut-être ça. Ouais, c'est un Et peu qu'un ça. Raffle qui va peut-être marquer moins de points, mais va peut-être plus utile. Mais là aussi, finalement, on établit un peu des hypothèses. On peut pas dire c'est comme ça. Non. Et aussi, on se doit de, comme je l'ai dit au début de cette section sur Lausanne, et je pense qu'on fait un peu attention, mais on se doit de garder aussi une petite réserve parce que il y a que 8 matchs. Oui. Donc, Mais l'état d'esprit, c'est un peu ça. C'est toujours de la même manière. c'est Tu perds- intangible, ouais. Ouais. Puis les coulisses, puis justement la réunion de crise dont tu fais, lundi, il y a 2-3 petits indices ou 2-3 faits. Enfin, il y a un faisceau qui fait que il existait déjà la saison passée finalement. Hein, tout ce qu'on parle avec les assistants, avec le directeur des opérations, ok, ça, c'était déjà là. Mais ça tournait finalement pas si mal que ça. Et Oui. peut-être que février, le truc à Villars, tout ça, était totalement recevable. Mais on a l'impression que le château de cartes était par essence très fragile et qu'il a suffi en quelques... les 2 premiers tiers contre Zurich sont pas mal. Et puis en un tiers, tout est foutu en bas. C'est ça qui est pas évident aussi à notre position, parce qu'il y a 2 semaines, on dit ok, ils gagnent leur match, ils sont allés à Davos, ils ont gagné au penalty. C'était pas évident, ils l'ont fait, ils sont allés à Cloton, ils se sont fait brasser toute la soirée. Il gagne à Lugano. Pas brasser, mais voilà. Ils sont un peu chahutés à Cloton plus que de raison. Ils gagnent à Lugano. Donc, t'es pas loin de te dire, pas mal, même les soirées un peu compliquées, cette équipe est capable d'aller trouver un chemin vers la victoire. Et en une semaine, ça a volé en éclats. Donc, ça va vite dans un sens, vite dans l'autre. Et je pense que c'est toujours la même chose, mais les data t'aident à mieux évaluer une situation. Après ce week-end, je pense qu'on pourra y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Et on pourra répondre à la question, je pense, est-ce que John Foust est là pour rester ou pas? Moi, quand je lis Peter Swoboda dans 24 heures, qui dit qu'il espère qu'il est là pour de nombreuses années, moi, alors, signe un contrat de 3 ans, alors. Je peux comprendre que tu le signes pas maintenant. Par contre, je sais de sources très, très, très sûres qu'un des précédents coachs, je vais pas le nommer parce que peu importe, qu'un des précédents coachs s'est vu dire
était là pour de nombreuses années. Et quelques jours plus tard, on apprenait qu'il était licencié. Ouais. Donc, ou pas conservé, c'est ouais. l'un ou l'autre. Et j'ai encore juste 2 choses. Marc Egui, lors du match Lausanne-Genève, Kovacs s'impliquait dans une bagarre, personne pour le défendre. Où est l'état d'esprit? Ça, j'avoue que j'ai pas vu cette scène. Pas vu non plus. Donc, je fais complètement confiance à notre auditeur qui nous le rapporte. Mais je suis emprunté, je suis désolé, j'ai pas vu la scène. Et puis, dernière chose, petite news, et tu as, je crois, un peu fait, pas dégonfler, mais tu as un peu, faire descendre la pression sur le truc. On parlait de Kempe, Mario Kempe, et pas Adrian, qui est coéquipier de Fiala à Los Angeles. Attaquant suédois, mais qui avait été blessé en janvier et qui s'entraînerait avec Lausanne selon le site Expressen. Donc toujours bien informé, faut pas les remettre en doute. Et comme quoi il pourrait effectivement être un renfort et que toi tu as mené un petit peu ton enquête et que c'était moi on me dit que les ligaments sont touchés et puis qu'il est pas prêt de rejouer. Donc je sais pas aussi dans quelle mesure c'est pas un service rendu à un agent. Je sais pas s'il est là. Hein. Je me fie complètement au site Expressen et je lui fais plutôt confiance. Mais est-ce que c'est aussi un service à un agent? Dire écoute, nous ça nous amène un joueur de plus sur la glace. Peut-être que ça amène un petit quelque chose en plus et ça peut allumer un feu chez certains d'avoir une concurrence. Là, lui, il se met en forme encore un petit peu et puis tu peux le signer ailleurs. Son nom revient sur le marché ou tu peux le mettre en forme pour un try-out ailleurs. Bref, ça, j'en sais vraiment rien. Par contre, moi, on me dit qu'il n'est pas tout à fait prêt à rejouer. Donc, s'il faut attendre de lui un renfort, un pigiste, je ne suis pas sûr que c'est lui qui va aider en l'absence de Raphaël. Parce que rappelons quand même que Lausanne a 7 étrangers sous contrat. Mm-hmm. Donc, déjà, 1 de trop. Et C4 reviendrait ce week-end. Les autres sont en santé. Salomé est de retour de suspension. Ouais. Raphaël, ils avaient annoncé 6 semaines il y a 2 semaines. Donc, il ne reste plus qu'un mois. Si tu prends un joueur qui n'est pas tout à fait prêt à jouer et puis qui a besoin de 2 semaines pour se mettre dans le rythme, en fait, Raphaël est bientôt de retour. Et tu as 8 étrangers sous contrat. Est-ce que vraiment c'est un bon pari? Je ne suis pas complètement convaincu. Et si tu avais des noms, y a un nom que tu as entendu qui pourrait... pas forcément à Lausanne, mais parce qu'on a vu que les camps NHL arrivaient à leur fin. Non, là c'est jeter des pelles de merde au mur et voir ce qui colle. Donc, j'ai pas de nom de joueurs qui sont sur le marché actuellement et qui seraient intéressants. Mais par contre, c'est vrai que quand je lis Lausanne sur ce joueur-là, visiblement et selon Expressen, je suis obligé de me dire, mais vraiment, parce que le timing, il sonne faux. On a un joueur de 34 ans qui revient de blessure et qui est sans contrat au début octobre, alors que le marché de NHL, et c'est même John Foust qui nous en avait parlé à une époque, que oui, il regardait le marché, puis qu'avec les camps de NHL, c'était le moment justement peut-être d'avoir un ou 2 bons noms sur le marché. Du coup, pourquoi Kempe? C'est pour ça que moi, j'arrive pas à me dire qu'il va signer à Lausanne. Ça peut être un très bon joueur, je dis pas le contraire, mais je trouve que le timing est bizarre. J'ai triché sur les notes de Jean-Fred. Fin de l'épisode numéro 7. Je me suis pas trompé. On est toujours aussi content d'avoir des réactions, même si effectivement là, la bagarre, j'ai pas pu répondre parce que j'ai pas vu la séquence. Mais n'hésitez pas à nous écrire, à faire part de vos réflexions aussi. Ça peut ne pas être des questions, mais juste des réflexions. Absolument. Nous après, on peut rebondir ou donner notre avis ou juste le mentionner, parce que des fois d'avoir l'avis des supporters des uns et des autres, pour nous quand on voit des gens sur le terrain, c'est toujours hyper précieux de parler avec des gens et parler avec vous. Donc merci à ceux qui viennent nous dire bonjour de temps en temps. Et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous déjà, mais surtout n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, vous abonner sur Spotify en priorité sur Spotify en priorité parce que je pense que c'est le meilleur moyen de consommer des podcasts. Mais bon, chacun fait comme il veut, on est présent ailleurs aussi sur SoundCloud ou sur Apple Podcast si vous préférez. On touche pas d'argent par Spotify, je précise, mais c'est comme ça que moi je les consomme et je pense que c'est comme ça que je pense que c'est le plus simple. Et d'ici la semaine prochaine, profitez bien des matchs du week-end en espérant que la semaine prochaine on ait moins de clubs romans dans le dur. À bientôt. À bientôt.